Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis assez content de pouvoir voir autant de candidats pour une nouvelle force de gauche au sein de notre département. On va se permettre de pouvoir vous les présenter maintenant. Alors Denis Sago, quelques mots à nous dire de présentation. Oui, alors enchanté, moi c'est Denis Sago, je suis candidat aux élections départementales sur le canton d'Elbeuf. Je suis à l'heure actuelle élu conseiller municipal à Grand-Couronne. Je suis président de l'office municipal des sports de cette même ville. Je suis aussi surtout administrateur départemental d'une grosse association de parents d'élèves. Donc je suis très impliqué dans le milieu sportif, le milieu éducatif, et c'est ce qui m'a donné envie effectivement d'élargir mon champ au niveau de la politique. Et je pense que ces élections départementales sont vraiment un tremplin pour moi et ça correspond à toutes les valeurs que je peux défendre. Voilà, c'est... Merci Denis en tout cas pour ces mots qui te ressemblent bien, on te voit bien là. Arnaud Levitre, maire d'Alizé, donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à cet engagement ? Par rapport à cet engagement, moi je suis candidat aux élections départementales avec Cédric Marianne-Higuet qui est titulaire avec moi. Pour plusieurs raisons. La première, tu l'as dit, je suis maire d'Alizé, on a une conscience de la gauche combative qui existe sur le territoire de notre canton depuis 1998. Et aujourd'hui, évidemment, on veut prolonger cette histoire parce qu'on a aujourd'hui un département de majorité de droite qui fait extrêmement mal aux populations. Et on considère que nous, on veut réinjecter de l'humain et faire humanité au département, proposer un certain nombre de choses, notamment un nombre de choses sur le social, sur l'école, sur l'environnement qui pourraient servir les gens. Donc voilà, c'est la raison de mon engagement. Merci Arnaud. Jennifer serait la femme qui est présente aujourd'hui, parmi toutes les autres femmes qui sont sur les deux cantons. Donc je rappelle encore, je ne l'avais pas dit d'ailleurs, le canton de Grand-Couronne, représenté notamment par Denis et Jennifer Seray. Vous pouvez voir leur affiche qui est juste derrière. Et Arnaud avec Cédric qui eux sont sur le canton de Pont de l'Arche. Donc Jennifer, qu'aurais-tu à nous dire Oui, donc je suis élue à la mairie d'Elbeuf comme conseillère municipale et élue métropolitaine à la métropole Rouen-Normandie depuis les précédentes élections. Je suis en binôme donc avec Denis effectivement sur le canton d'Elbeuf-Grand-Couronne, avec Joël Colombel et Salomé Duval, et nous sommes tous les quatre d'accord sur, de toute façon on se rejoint avec Arnaud et Cédric, sur les valeurs humaines que nous défendons, et à petite échelle sur la métropole et les communes, et on veut monter et pouvoir effectivement défendre des valeurs humaines au département, car toutes les compétences du département touchent tout de suite à l'humain, à l'école, à la santé, aux personnes en situation de handicap, aux personnes âgées, et j'en oublie là, mais voilà. C'est important pour nous de pouvoir nous investir auprès du département pour éviter des projets onéreux et inutiles et réinjecter l'argent dans des choses utiles à tous. Voilà. Très bien, merci encore pour ces mots. Cédric Forcadell. Alors déjà, je suis très content d'être là, très content que tu aies commencé aussi une présentation du plus âgé au plus jeune. Je trouvais que c'était plutôt intéressant à faire. C'est un peu l'effet Dalton inversé, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Donc Cédric Forcadell, moi je suis militant pédagogique, auteur aussi, engagé dans des mouvements, un mouvement notamment qui travaille autour de l'émancipation des enfants, autour de la coopération, donc des valeurs que je retrouve complètement dans un engagement que je peux partager avec les copains-copines qui sont présents ici. Très heureux aussi parce que finalement sur cette réunion, c'est une première réunion, on peut tisser des ponts. Voilà, Jennifer l'a dit, elle l'a très bien dit. Le département, c'est des compétences qui touchent essentiellement l'humain. On a tout ce qui est autour de la solidarité, tout ce qui est autour de l'éducation, tout ce qui est autour de l'environnement, et ça nous concerne tous et c'est extrêmement intéressant. Et de pouvoir comme ça avoir un pont finalement entre deux rives, un pont entre deux départements, et puis un pont entre deux réalités aussi, puisque nous on est plutôt un canton rural, vous êtes plutôt un canton urbain. Je pense que c'est extrêmement intéressant de pouvoir montrer les propositions qu'on porte, que ce soit à la ville, à la campagne, et puis qu'on est capable aussi d'articuler, puisque vous le voyez derrière nous, on a la fiche de Sébastien Jumel, qu'on est aussi capable d'articuler avec ce qui peut se passer autour de la région, notamment sur des questions de formation qui sont absolument complémentaires avec ce que nous on portera sur l'éducation. Très bien. Alors le fait est qu'aujourd'hui on fait cette vidéo qui va être publiée sur les différents réseaux sociaux qui sont à disposition, et ça nous rappelle malheureusement qu'aujourd'hui on est face à une avancée technologique
importante dans la société française et dans la société du monde. Une avancée technologique qui malheureusement avance à une vitesse où la population n'a pas forcément la capacité de s'y adapter. Que comptez-vous faire aujourd'hui? Quelles seraient les propositions que vous pourriez apporter par rapport à la fracture numérique qui se fait malheureusement de plus en plus importante au sein de notre société? Bon, moi je veux bien commencer. En tous les cas, pour le département de l'Eure, vous savez, aujourd'hui, la communication de la droite, c'est d'expliquer en gros qu'ils sont à l'initiative du très haut débit. Il faut quand même savoir que le projet du très haut débit n'a pas commencé en 2015, hein. Il a commencé bien avant, à l'initiative de la majorité de gauche à l'époque. Et ce que la droite a prolongé, et une fois n'est pas coutume, on peut être d'accord avec eux, ils ont prolongé le projet. Sauf qu'ils l'ont prolongé de manière technique, avec une vision administrative de la chose. Aujourd'hui, ils ont passé des tuyaux partout sur le département de l'Eure. Très bien. Mais la vraie question aujourd'hui, c'est les gens, est-ce qu'ils vont pouvoir payer le forfait pour le THD, qui est un forfait évidemment beaucoup plus onéreux? Est-ce qu'aujourd'hui les gens sont parés de l'outil informatique pour pouvoir prétendre à réagir par rapport à la fracture numérique et notamment à la dématérialisation des choses? Je rappelle que les services publics sont amputés depuis très très longtemps et malheureusement c'est pas prêt de changer. Les trésoreries par exemple qui n'existent plus. Aujourd'hui on demande aux aînés, à nos personnes âgées, d'avoir la maîtrise de l'outil informatique pour pouvoir par exemple remplir leur feuille d'impôt ou d'avoir simplement un conseil par le service public. Ce n'est plus possible. Et la réponse là, c'est peanuts du département. Donc voilà, ce qu'il faudrait qu'on réussisse à faire, nous en tous les cas c'est ce qu'on propose, c'est de faire une tarification sociale. C'est-à-dire qu'on regarde pour les personnes les plus en difficulté de quelle manière on peut les aider à ce qu'ils puissent prétendre à un forfait pour avoir le très haut débit chez eux. Des formations aussi d'accompagnement technique, d'accompagnement financier aussi, pour aller voir au cœur des maisons de quel matériel ils sont parés. Et que ce matériel, effectivement, s'il faut le renforcer, eh bien là, les fonctionnaires de la collectivité territoriale du département sont tout à fait à même d'apporter ce service. Et puis, si les machines n'existent pas, il va quand même falloir parer de machines les personnes à laquelle on oblige justement d'être sur le tout numérique aujourd'hui. Voilà, c'est des petites propositions qui sont très importantes. Et puis, si on parle de formation, on est bien obligé à un moment donné d'aller au cœur de la vie, au cœur de la ruralité. Et si tu vas au cœur de la ruralité, nous ce qu'on propose dans le département de l'Eure, si demain on a la chance d'arriver en tête et d'être majoritaire, c'est de faire des formations mobiles. Imaginons par exemple dans la ruralité la plus lointaine, c'est que des bus de formation puissent aller sur les places des mairies pour inviter justement, mais pas simplement que les aînés, les gens qui ne sont pas habitués à pouvoir travailler dans le cadre de dans le cadre du numérique. Voilà, c'est quelques petites propositions qui pourraient permettre, à mon avis, de changer considérablement les choses et pas uniquement passer des tuyaux pour se faire plaisir. Très bien. C'est clair. Quelque chose à rajouter Ouais, moi je rejoins Arnaud bien évidemment. On parle de ruralité, mais on rencontre le même problème sur la Seine-Maritime parce que moi je prône l'égalité des chances. Si on n'est pas tous logés à la même ancienne, on n'a pas forcément de matériel. Enfin, je le vois, ne serait-ce qu'avec les collégiens, avec ça. Les anciens, comme tu disais Arnaud, sont pas forcément munis d'ordi, sont pas munis de connexion internet et sont franchement dépassés par tout ce qu'on leur demande. Ils se retrouvent devant une page, on leur demande de remplir un document, mais ils sont perdus. J'ai encore rencontré aujourd'hui une petite personne âgée dans un magasin de sport d'une grande enseigne qui s'est retrouvée devant une caisse automatique où il faut vraiment qu'elle tape sur le... Mais elle a appelé quelqu'un, elle est dépassée, ils sont dépassés. Il n'y a pas de formation, donc effectivement, il faut pousser sur ça. Et je le redis et je le réclame, l'égalité des chances, ça passe effectivement par une dotation qu'il faut bien évidemment aider, et surtout par une formation plus. Ils n'ont pas appris ça, nos anciens. Nos enfants, nous, sont les rois, hein, quand ils ont les ordinateurs. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà, il y a un gros boulot. Alors effectivement, hein, l'avancée technologique nous pousse vers ça. Mais encore faut-il pouvoir l'assumer. À l'heure actuelle, ce n'est pas le cas avec les majorités qu'on a sur nos différents départements. Donc on a du gros boulot. Mais on sait qu'on a l'envie et l'humain avant tout. Et pour rebondir, avec la pandémie, ça a accéléré la dématérialisation, et aussi bien au niveau des étudiants du collège, enfin même d'élémentaire de toute façon, au niveau le plus haut, ils ont été retirés de leurs établissements, mis devant des écrans qu'ils n'avaient pas, ou alors à la maison il y a un smartphone, alors utiliser sur un smartphone
la plateforme de l'éducation nationale, il faut avoir envie vraiment d'y aller. Les visios, c'était intenable. Il y a une fratrie, il y a un portable, c'est compliqué. C'est vrai qu'au niveau du matériel, effectivement, on va en reparler certainement quand on parlera d'éducation, mais c'est vrai qu'on a une proposition commune qui serait d'offrir un ordinateur à tous les sixièmes, à l'entrée en sixième, ce qui permettrait d'équiper les familles. Il faut encore avoir des forfaits internet, mais c'est déjà un premier pas. Et puis même le télétravail, tout le monde a été forcé d'être en télétravail. La rupture de l'humain, nous on est contre, donc effectivement le télétravail ça peut dépanner, ça peut être bien, mais ça peut être très compliqué quand on est isolé chez soi, qu'on ne sait pas utiliser le matériel, qu'on doit travailler quand même. C'est compliqué quoi. Ouais, clairement, en fait, la politique numérique qu'a mis la droite, c'est celle qui correspond à sa classe sociale, quoi. Il y a des gens qui ont les moyens de se payer des ordinateurs, des gens qui sont à l'aise avec l'utilisation de ces trucs-là. En gros, ils ont mis des autoroutes numériques à péage un petit peu partout, sans se demander si le reste du peuple pourrait payer les péages, aurait le permis de conduire pour circuler, puis des bagnoles en état de rouler, quoi. C'est clair, par exemple. Exactement. Il y a quand même des sondages, on avait regardé ça un petit peu avec Arnaud, qui montrent que tu as une personne sur trois, un Français sur trois, ce qui est énorme, qui dit ne pas être à l'aise du tout avec l'informatique. 15% qui dit être incapable de faire des démarches en ligne. Jennifer le disait, hein, quand tu sais que le télétravail ça a explosé avec le Covid, quand tu sais que la classe à la maison ça a explosé avec le Covid, quand on voit que la dématérialisation ça explose de partout, alors il y a les solutions qu'on vient de dire, il y a peut-être aussi réduire la fracture numérique, ça passe par moins de numérique peut-être aussi, c'est remettre de l'humain quoi. Est-ce que c'est normal de faire des démarches en ligne quand avant on pouvait se rendre juste à côté au service public tranquillement puis avoir quelqu'un qui t'accompagne, mettre le paquet sur les services publics. Oui, voilà. Donc la première chose c'est peut-être ça quoi. Effectivement ça peut être une option, si on est à l'aise avec l'informatique on l'utilise, mais si c'est pas le cas on peut se... Il y a une catégorie de personnes qu'on a oubliées, c'est les personnes qui ne savent ni lire ni écrire. Et qui alors là, les pauvres, c'est compliqué quoi. On a, même par téléphone, on appelle les administrations, faites-le en ligne. Oui, mais je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Demandez à quelqu'un. Ouais. À qui? Ouais, ça complexifie les gens, ça complexifie aussi pour tous les gens qui sont en situation de handicap. C'est-à-dire que tu as raison, ça c'est une forme de handicap, c'est une forme de handicap qui est acquis malheureusement, puisque ça veut dire que peut-être l'école n'a pas joué son rôle, peut-être la République tout court n'a pas joué son rôle quand on se retrouve avec des adultes qui savent ni lire ni écrire, c'est qu'il s'est passé à un moment donné quelque chose qui n'est pas logique, mais tu as aussi tous ceux qui ont un handicap, qui sont porteurs de handicap et qui se retrouvent en difficulté avec le numérique. Pas seulement parce qu'ils n'ont pas les ordinateurs, etc., mais parce qu'eux, ils ont besoin d'un accompagnement spécifique. Alors j'en profite, Cédric, justement, tu parlais de l'école qui n'aurait pas forcément joué son rôle. Aujourd'hui, on sait très bien que le département a comme compétence des collèges, et donc vu une partie de l'éducation est même primordiale, puisqu'on sait très bien que les premiers cours sur l'apprentissage du numérique sont d'ailleurs dans les programmes collégiens. Qu'est-ce que vous, en tant que futur élu départemental, vous pourriez apporter à ce questionnement? On va peut-être commencer par Vas-y, tu avais commencé tout à l'heure par rapport à... Allez, vas-y. Oui, donc comme je le disais précédemment, nous on a une action commune, en tout cas même pas que nous les candidats sur pas mal de cantons de notre parti, c'est de pouvoir équiper toutes les familles, en tout cas tous les étudiants de 6e avec, pour commencer, du matériel informatique. À côté de ça, je pense qu'il faut effectivement renforcer l'apprentissage d'un ordinateur, comment on s'en sert, à quoi ça sert, ce qu'on peut faire avec ou non. Ce qui est compliqué, je pense, pour les jeunes, moi en tant que maman, c'est de freiner ma fille sur les écrans, puisque je passe mon temps à lui dire qu'il faut passer le moins de temps possible sur les téléphones, attention aux réseaux sociaux, etc. Et à côté de ça, on les oblige finalement à en avoir quand même pour l'école, pour le travail. Oui, donc voilà, c'est compliqué de jauger et de mesurer la bonne limite. Quand encore une fois on a des familles avec plusieurs enfants, c'est pareil, hein, avoir 4 ordinateurs à la maison, il faut les brancher, il faut payer l'électricité. Donc voilà, c'est vraiment voilà, toujours essayer de trouver le juste milieu, mais équiper les enfants pour qu'ils puissent se débrouiller à la maison, quoi. Et pour aller dans ton sens, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis. Nous, en fait, on porte sensiblement la même chose que vous. On part du principe que l'école, elle est gratuite jusqu'à 16 ans. Mais ça, c'est ce qui est dit. Quand on regarde dans les faits, l'école, elle n'est pas gratuite. Il faut savoir quand même qu'un kit de fourniture scolaire pour un enfant de 6e, c'est 400 € à peu près. Et que c'est une augmentation quand même de plus de 9% depuis 2019. Donc ça, c'est des choses qui sont à prendre en compte. Nous, on propose que le kit scolaire soit gratuit pour tous les élèves, en tous les cas pour tous ceux qui le demandent. Ça nous paraît
quelque chose de fondamental. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a la fracture numérique, il y a l'énergie pour faire marcher l'ordinateur, il y a tout un tas de factures qui arrivent à la maison. Et là, pour le coup, c'est une réelle inégalité de classe, j'allais dire. Parce que tu disais tout à l'heure, Cédric, que ce soit pour le numérique, que ce soit pour l'éducation, quand on est dans une situation assez confortable, ben on n'a pas de problème pour payer. On n'a même pas de problème pour mettre ses gamins dans l'école privée. Mais dans l'école publique, il faut qu'elle soit accessible et de la meilleure qualité qu'il soit. Moi, je trouve que, tu vois, dans notre canton et dans notre département, mais c'est peut-être vrai aussi en Seine-Maritime, on va parler de la réforme de la carte scolaire, la révision de la carte scolaire. Au département, ils ont fait une révision de la carte scolaire administrative. C'est-à-dire qu'ils se sont réunis dans leur petit bureau doré au 2e étage du département de l'Eure, ils ont regardé les choses en se disant, sous prétexte de la mixité sociale, il faut fermer des collèges, et puis en reconstruire d'autres, des collèges immenses, où tu mets 800 gamins dedans, 800 élèves dans un collège. Comment veux-tu que les élèves en difficulté s'en sortent? Donc c'est hyper compliqué. Nous, si demain on était élus, on propose de construire des collèges à taille humaine, à hauteur de vue, à maximum 500 élèves. Et de quelle manière on pourrait faire ça? Eh bien, quand on est capable de budgétiser 15 nouveaux collèges, comme se gargarise la droite, je pense qu'on est capable de budgétiser d'autres concepts de l'éducation, notamment en termes d'investissement, mais aussi en termes de fonctionnement. Remettre de la démocratie en révisant la carte scolaire et remettre de la justice sociale en limitant les collèges à maximum 500 élèves, ça me paraît quelque chose d'assez juste, quoi. Et effectivement, la carte scolaire engendre d'autres problèmes, les transports, qui est un coût encore supplémentaire. C'est toujours... De toute façon, moi j'ai l'impression qu'à droite, notamment au département, mais la droite en général, parle toujours que de chiffres. Des chiffres, des chiffres. C'est pas dans l'intérêt des habitants, des administrés, c'est toujours, voilà, on va à l'argent, le coût, combien ça coûte, c'est récurrent, et c'est dommage, puisqu'effectivement, les instances publiques ne sont pas censées se faire d'argent, et donc on rend un service public, donc effectivement, on vend à perte, mais c'est comme ça, on doit rendre un service à la population, et c'est de moins en moins le concept mis en avant, et c'est dommage, nous, c'est pour ça, effectivement, qu'on veut s'engager. Nous, on l'a dit, on l'a redit, on va le redire encore, c'est vraiment l'humain d'abord. C'est vraiment mettre l'humain en premier plan. Les services publics, c'est pour rendre service à la population, et ce n'est absolument pas ce qui est mis en place actuellement. Et voilà, nous, on trouve ça dommage, donc on veut s'engager. On s'aperçoit très rapidement, enfin moi je suis vraiment bien placé là-dessus en étant administrateur d'une fédération de parents, il y a de plus en plus de départs dans les écoles privées. Punaise, ça doit nous alarmer. Alors la droite, ça les dérange pas, ils s'en foutent, au contraire, parce que c'est waouh, on va même filer de l'argent, on va même subventionner les établissements privés, ce qui est scandaleux. J'en reparle une fois de plus d'inégalité des chances, mais là elle est hyper flagrante en fait. Hyper flagrante. On n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas les mêmes profs, on n'a pas le même nombre d'élèves par classe. Donc nous on a un super boulot à faire là-dessus. Je reviens sur ces ordinateurs, mais effectivement un ordinateur pour tous. On sait, nous on le voit sur notre canton, c'est un canton quand même, enfin les bofs et tout ça, c'est pauvre. C'est pauvre, je ne suis pas persuadé que les familles soient équipées. Donc effectivement, le gamin qui a plein de pognon, la vie est facile. L'autre il a rien, puis ses parents ne comprennent rien, enfin ils sont pas capables de l'aider d'une part, de par leur niveau scolaire, sans préjugés, sans aucun, et à côté de ça, ils ne peuvent pas non plus les aider au niveau financier. Donc c'est à nous de pallier à tout ça, en leur offrant ça qui... C'est même pas un cadeau, ça devrait être une normalité. Bien sûr. Comme tu le disais tout à l'heure, l'école c'est gratuit, elle est obligatoire jusqu'à 16 ans. Je suis désolé, les gamins, il faut leur donner tout ce qu'il faut jusqu'à ces 16 ans. Quoi. Et je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, il y a une grande détresse chez notre jeunesse. Énorme. Le Covid a accéléré le mouvement, bien évidemment. Si je peux me permettre, hein, mais moi je vois au lycée Mauroy et Bof, ils font cours un jour sur deux. On veut éviter le décrochage scolaire. Moi, la professeure, qui est une personne très bien, elle me dit, faire un jour sur deux, c'est moins problématique sur le décrochage scolaire. Donc effectivement, faire une semaine de cours, une semaine de rien. Je suis désolé, moi j'ai mes gamins, ils ont un cours sur deux, ils sont en vacances un jour sur deux. Donc, et encore, les gamins, ils ont des moyens, ils ont des moyens, ils ont un ordi. Il y a un ordi à la maison, donc ils peuvent, quand ça fonctionne, ça aussi c'est un gros problème, hein. Je sais pas tout d'avoir des ordis, mais il faut avoir les connexions. Il faut que l'éducation nationale balance aussi la sauce pour que les gamins puissent suivre ça sur le net. Ils arrivent à suivre tant bien que mal, mais celui qui n'a pas d'ordi, il est effectivement
effectivement, en vacances, je dirais même il est en vacances tous les jours, parce que c'est pas l'école. C'est pas l'école. T'as raison, la question des ordis, ça renvoie à autre chose sur lequel on n'a pas forcément encore discuté, mais c'est le poids des cartables. Les gamins au collège, ils ont souvent des cartables qui font un tiers de leur poids, voire plus d'ailleurs. La grande fédération de parents à laquelle tu appartiens avait alerté et fait une campagne là-dessus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es capable d'équiper les gamins avec une clé USB qui contient tous leurs manuels qu'ils peuvent transporter et qu'ils ont un ordinateur pour travailler dessus, tu réduis ce poids-là. C'est-à-dire que tu travailles vraiment pour la santé des enfants, quoi. À une époque, ils sont en pleine croissance et où justement ils sont les plus fragiles. Alors, bon, je voulais parler de ça vite fait. Tout à l'heure, Jennifer, tu disais que la droite est attachée aux chiffres. Moi, je vais en donner un chiffre parce que je le trouve vachement symbolique et extrêmement intéressant. C'est 30 mètres. Mais 30 mètres, c'est pas grand-chose. 30 mètres, c'est le talus en herbe là-bas. Alors, vous pouvez pas voir ici, mais 30 mètres, c'est vraiment très peu de choses. Et 30 mètres, c'est la distance qu'il y a entre les premières maisons des Dents, qui est un petit village à côté, et le nouveau collège de Pont-Large qui est en train de se construire. Voilà. 30 mètres. Seulement, avec la révision de la carte scolaire, maintenant, les gamins des Dents, ils partent à Val-de-Reuil. Ils ont 40 minutes de trajet. Et attends, ceux de Val-de-Reuil, ils viennent à Pont-Large. Ceux de Val-de-Reuil, c'est la gestion Médine Le Cornu. Voilà. C'est-à-dire que tu te réunis dans un burlingue et tu dis bon, ça peut être intéressant d'essayer de faire des gros collèges à ces endroits-là, machin, parce qu'on peut mutualiser des moyens et ça va coûter moins cher. Sauf que tu mets les gamins sur la route, comme tu le disais tout à l'heure. Tu mets les gamins sur la route. Tu alourdis leur journée de travail, tu leur fais prendre des risques, parce que prendre la route, c'est aussi prendre des risques. Donc tout ça, c'est absolument hallucinant. Mais tu as un choix, c'est intéressant parce qu'il y a aussi l'humain et le choix des familles. On a rencontré une famille qui était rouennaise, qui a fait le choix justement d'acheter aux Dents, parce qu'ils ont 2 gamins qui vont au collège, ils sont en 6e, en se disant, bah voilà, à hauteur de vue, on va pouvoir voir les gamins de manière sécure aller là-bas. Et bien aujourd'hui, ils sont désarmés. Et puis on ne parle pas des particules fines, même si le transport en commun c'est super important. Mais à l'heure où justement on essaie d'être assez cohérent, et bien la droite, par une gestion complètement comptable, administrative des choses, on en arrive ici. Et s'arc-boute sur le fait que cette révision de la carte scolaire est une bonne chose, parce que le leitmotiv, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la mixité sociale. Alors est-ce que la mixité sociale, c'est enlever les collèges dans les ZEP pour dire que les gens dans les ZEP aillent dans les collèges ailleurs? Ça veut dire qu'à un moment donné, on prend l'exemple de la Madeleine, par exemple, le collège, c'était le rendez-vous social, le rendez-vous des familles, le rendez-vous justement où on pouvait avoir des connexions avec les services publics. Bon, tout ça, ça n'existe plus. Donc voilà une gestion complètement administrative des choses qui pète l'humain d'abord, qui pète les familles, qui démonte un peu toutes les stratégies justement d'égalité, d'équité qu'on pourrait mettre en place. Donc voilà, ce qu'on propose, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est de gérer un département en humanité. Et à contrario d'une gestion de petits comptables qui viennent se faire plaisir. On a l'habitude de dire, Arnaud il a raison, ce qu'on a l'habitude de dire, ils ont construit des espèces d'énormes paquebots scolaires, des trucs de 800 places, 900 places. Mais en fait, toutes les études le montrent, les paquebots scolaires, c'est le Titanic pour les gamins en difficulté. C'est tout. C'est-à-dire que tu ne peux pas te permettre de parler de mixité sociale alors que dans le même temps, tu crées les conditions de l'échec des enfants. C'est pas possible de dire ça. Nous, ce qu'on propose, on a aussi une autre proposition, et je pense qu'on pourra se retrouver, j'en suis même certain là-dessus, c'est de dire, à partir du moment où la force publique, le département, les collectivités, peu importe, investit de l'argent dans une structure scolaire pour faire un collège, pour rénover une école, pour rénover un lycée, tu fais un moratoire sur la baisse des moyens humains. C'est-à-dire, clairement, pendant 5 ans, interdit de supprimer des postes sur ces endroits-là. À partir du moment où la force publique, elle met de l'argent pour donner aux enfants les meilleures conditions possibles d'enseignement, tu dégrades pas ça en enlevant des postes d'enseignants. C'est une mesure qui nous paraît nécessaire, qui nous paraît extrêmement juste, et qui n'est absolument pas défendue par la droite, bien au contraire. Bien au contraire. Ils n'en veulent pas, surtout. Non, mais on a aussi des soucis avec les collèges de notre canton, puisque que ce soit toi, Denis, sur Grand Couronne avec le collège Renoir, ou moi sur Elbeuf avec le collège Mandela, qui a à peu près le même problème. C'est toujours un problème de carte scolaire. Actuellement, il y a quand même des élèves qui ont cours dans des algécos, dans la cour du collège. Donc, lors d'une période de pandémie comme on vit, c'est intolérable d'avoir des enfants agglutinés dans un établissement. Ils n'ont pas les bonnes conditions pour travailler, c'est pas possible. Donc, bon, à un moment donné, il y a des élèves d'Elbeuf qui vont sur Côte-Bec. Enfin, voilà, c'est encore une fois un problème de carte scolaire. Il faut revoir, il faut prendre des mesures. Moi, je n'envisage pas de faire des économies sur l'éducation des enfants. Ce qui me choque le plus, je pense, quand on fait des économies sur l'éducation, c'est de ne pas réussir à penser que les enfants, c'est notre avenir, quoi. C'est eux, plus tard, qui seront à nos places et les sacrifier. Et je l'ai dit à plusieurs reprises. Hein. La jeunesse, alors, petits, ils ne s'en rendent pas trop compte, mais là, les étudiants, ils sont sacrifiés. Franchement, c'est une génération qui, actuellement,
est vu comme sacrifié. Donc on fait tout pour essayer de les défendre et que ça soit pas le cas, parce qu'il n'est heureusement pas trop tard. Mais non, c'est intolérable, c'est pas possible. La jeunesse, c'est l'avenir, donc il faut en prendre soin et il faut vraiment les mettre dans les conditions adéquates pour qu'ils puissent travailler. Quand tu fais des économies sur la jeunesse, tu le fais toujours sur le dos des plus faibles. Toujours. En plus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu réduis les moyens d'éducation, ceux qui ont les moyens financiers, ils vont pouvoir soit partir ailleurs, tu disais, et tu as raison, parce que on parlait du collège de Pont-de-l'Arche, des Dents, etc. Les Dents et Criquebeuf qui se sont retrouvés sur un autre collège, qu'est-ce qu'ils ont fait? Soit ils font des demandes de dérogation pour aller à Pont-de-l'Arche, soit ils se barrent dans le prix. Ils se barrent dans le Tout à fait. Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'on crée cet appel-d'air-là. Donc, de toute façon, ceux qui ont les moyens financiers de pouvoir faire autrement, ils feront autrement. Les seuls qui en pâtissent pour de vrai, c'est ceux qui n'ont que l'école pour réussir. C'est pour ça que c'est intolérable, mais intolérable de procéder de cette manière-là. Et nous, on voit ça aussi sous un aspect démocratique. C'est pourquoi tout a foiré? Pourquoi leur réforme, elle a ni queue ni tête? Parce qu'ils l'ont fait tout seuls. À partir du moment où tu commences à écouter les familles, à partir du moment où tu écoutes les parents, les enfants, où tu écoutes les élus, où tu écoutes les équipes éducatives, tu ne te trompes pas. Parce que c'est eux qui savent, c'est eux qui connaissent les enfants, c'est eux qui connaissent les territoires. C'est ceux qui sont au cœur du problème. Enfin, le problème, non, pas du problème, c'est ceux qui sont au cœur du système. Et de la solution finalement. C'est eux qui sont au cœur de la solution. Tu vois. Ouais. Effectivement. Donc le premier truc, c'est peut-être de se dire, quand on fait des réformes, on met les gens autour de la table. On ne tient pas les principaux concernés, on ne les tient pas écartés. Quoi. Ça s'appelle la peine démocratie, ça? Il paraît, mais je ne suis pas sûr. Bien joli mot. C'est à vérifier. Démocratie, c'est la vie des gens et tout. Et c'est vrai qu'on peut considérer aujourd'hui que la santé de la démocratie n'est pas forcément beau fixe. On le voit d'ailleurs par rapport au passif que le gouvernement macroniste a pu nous faire subir, avec énormément de passages en force, de 49.3 comme on peut le voir, ou un déni complètement de l'écoute des députés de l'opposition. On est face à des temps difficiles. Tout à l'heure, on parlait de cette jeunesse sacrifiée, on parlait notamment des étudiants qui ont été un peu sacrifiés par rapport à cette période de Covid, parce que souvent le milieu universitaire avait été confiné avant les autres, et du coup énormément d'étudiants se retrouvaient dans des chambres très serrées, sans pouvoir vraiment étudier comme ils l'entendaient. Ce qui nous amène, ce qui moi me permet de réagir, c'est par rapport notamment aux formations professionnelles. On parle très peu aussi notamment des élèves en BTS qui étaient en BTS, qui avaient beaucoup plus d'heures de cours, mais qui malheureusement ne pouvaient pas les suivre, ou encore les élèves encore en CAP, en formation professionnelle, un peu plus en amont dans l'âge. Franchement, il y a des choses qui sont à faire là-dessus. Ce qui m'amène aussi sur une autre question, c'est sur cette crise qu'on vient de passer, cette crise du Covid-19, qui finalement a aussi montré une faille énorme, c'est celle de la santé. Le département a aussi sa réponse à apporter sur la question de la santé. Vous, sur quel axe vous pourriez apporter de l'eau au moulin de la population? Nous, sur la question de la santé, évidemment, on y a réfléchi et puis on fait un constat déjà sur l'existant et sur ce qui est un peu discrédité. Il faut quand même savoir que le département de l'Eure, c'est le premier département de désertification en termes de médecins. On est champion de France. On a un beau titre. Ouais. 167 médecins, pas trop, mais là-dessus, pour 100 000 habitants. 167 médecins pour 100 000 habitants. Le département de l'Eure, c'est un peu plus de 600 000 habitants. Donc, tu vois, et la seule réponse aujourd'hui du département, c'est faire quoi? C'est de dire que pour rendre attractif le département de l'Eure pour les futurs médecins ou pour les étudiants, c'est offrir une prime de 200 € aux étudiants qui viendraient faire leur stage dans le département de l'Eure. Vous imaginez bien que l'étudiant qui est à Rouen, ou qui est en Seine-Maritime, puisqu'il y a une faculté, l'attractivité du territoire pour simplement 200 € pour venir faire un stage, qu'est-ce qu'il fait le mec? À la rigueur, s'il ne trouve pas de stage, il vient faire son stage dans le département de l'Eure et il revient en Seine-Maritime. Donc l'attractivité, pour le coup, c'est peanuts. Et puis, le département a créé les maisons de la santé. C'est bien, ils ont créé des murs. Ils ont créé des maisons, donc l'investissement, bien. Mais ils ne se sont pas posé la question de comment va vivre ces maisons de santé. Ils ne vivent pas les maisons de santé. Donc nous, on a quelques propositions. On veut, par exemple, créer des centres de santé publique avec des salariés, des médecins salariés à l'intérieur. L'avantage d'avoir des médecins salariés pilotés par le département, c'est qu'on peut redéployer les médecins sur les zones désertifiées. Et puis ça nous permet d'avoir un maillage fin et de regarder de manière équitable comment on pourrait faire. Moi, je pense que cette proposition-là, elle pourrait largement être faite, bien évidemment, puisqu'elle s'autofinance par les honoraires, les frais d'honoraires. Donc, c'est une proposition qui est chiffrée et qu'on pourrait tout à fait être à même de mettre en place dans les mois qui viennent. Il faut commencer à faire ce projet. Et puis, je vous parlais tout à l'heure des 200 € de stage. Nous, on propose de faire une bourse
d'offrir une bourse aux étudiants, le cursus des 2 dernières années de médecine, entre 800, 1000, 1200 euros, il faudra voir voilà, comment on peut faire cette bourse. Et la contrepartie de tout ça, c'est que l'étudiant, quand il a fini ses études, quand il a obtenu son diplôme, il vienne s'installer pendant 5 ans dans le département de l'Eure. Voilà une proposition qui aussi permettrait, à travers le maillage, de faire quelque chose d'intéressant. Et de paiement. Et puis, on sait pertinemment dans l'Eure qu'on n'a pas de faculté. Donc, on a quand même une difficulté supplémentaire par rapport à la Seine-Maritime. Mais qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir œuvrer, au titre de la Normandie d'ailleurs, de regarder aussi avec le maire de Rouen si on n'a pas la possibilité de faire venir une antenne de la faculté de médecine sur notre territoire. Parce que moi j'ai la faiblesse de croire qu'un étudiant qui vient étudier la médecine dans le département de l'Eure, l'étudiant qu'est-ce qu'il va faire? Il va vivre, il va faire des rencontres, il va peut-être devenir amoureux, il va peut-être prendre le plaisir à découvrir notre territoire. Fonder un foyer. Fonder un foyer. Donc, encore une fois, troisième proposition qui pourrait rendre encore plus attractif notre département. Aujourd'hui, franchement, le compte n'y est pas, en tous les cas, par la droite macroniste qui claironne à plein poumon, qui sont sur le fait pour améliorer les choses. Cédric l'a dit tout à l'heure, on est les champions du monde, hein, on est les derniers. Les derniers. Non, mais après, sur les hôpitaux, il y a aussi, il y a directement même l'hôpital, les moyens pour les hôpitaux. Encore une fois, je vais revenir avec leurs chiffres de la droite. On fait des économies, on fait des économies, on fait des économies, mais on ne peut pas faire des économies sur la santé. C'est comme l'éducation, c'est la même chose. On a la chance d'avoir un système de santé avantageux et qui permet à tous de se soigner. On ne peut pas perdre cet acquis-là, c'est impensable. Il y a tellement de pays qui nous jalousent à juste titre cet acquis, on ne peut pas revenir en arrière, c'est pas pensable, c'est pas tolérable. Il y a toujours les cliniques, on parlait des collèges, des établissements privés, c'est la même chose pour les hôpitaux. C'est pas grave, il y a les cliniques. Mais non, c'est pas une réponse entendable pour nous en tout cas. Il faut remettre les moyens sur les hôpitaux. Encore une fois, la pandémie a mis en avant les difficultés que peuvent vivre les infirmiers, enfin tout le personnel hospitalier, parce que c'est vrai qu'on parle souvent des infirmières et des médecins qui sont vraiment fatigués, mais les femmes de ménage des hôpitaux, les restaurations, ils sont tous épuisés et ça n'aurait pas dû arriver. Ce n'est pas tolérable de se retrouver dans un pays qui est quand même sixième puissance mondiale, avec des hôpitaux dans un état déplorable comme ça. C'est pas possible. C'est plus possible. C'est un autre... Covid, pas de moyens dans les hôpitaux, pas de masque, pas de vaccin. Même pas la possibilité de pouvoir faire un vaccin, parce que pour ça il faudrait libérer les brevets. Enfin, voilà, on est dans une démarche quand même très capitalistique du fait où on va quand même dans une démarche très très libérale, ultra-libérale, états-unienne. Puis on a sur notre territoire une entreprise qui pourrait effectivement s'en charger. Qui serait capable de... Non, mais c'est vrai qu'on a un territoire en plus super intéressant. Je suis un peu chauvin, mais... Non, mais c'est vrai, on a quand même de la chance, on a des facultés, même si toi c'est un petit peu éloigné. C'est quand même, on a des facultés, on a des grands hôpitaux, on a des belles usines qui malheureusement sont en péril. Mais on a la chance sur notre territoire d'avoir énormément de points forts et malheureusement ils sont abandonnés. C'est dommage, parce qu'en exploitant toutes ces forces, on pourrait avoir une magnifique région faite de beaux départements. Juste, pas monopoliser la parole, mais ce qui est intéressant par rapport aux propositions du Rassemblement du Front National, on s'appelle ça, pas le Front National. Non, c'est le RN, c'est le petit R de N. Ouais, ils ont un petit R de N, c'est ça. Et donc le RN, il fait une proposition, mais c'est rigolo. Sa proposition, en fait, elle est vraiment ultra-libérale. Il propose de précariser la jeunesse. Ça veut dire que le jeune étudiant, on va lui mettre un prêt sur la gueule déjà. On te fait un prêt, et comme ça tu vas pouvoir venir chez nous. Les études à l'américaine. Voilà, les études à l'américaine. Donc voilà, c'est... Je dis ça parce qu'il y a une volonté d'être bien vu, d'aseptiser un peu cette idéologie très violente que l'on sait. Mais dans le fond, voilà, ils sont d'une culture ultra-libérale et ils le démontrent dans leurs propositions. Donc il faut le démonter aussi parce que c'est important que les gens prennent conscience que quand on gratte un peu le vernis de la haine, on se rend compte qu'il y a encore de la haine et peut-être démultipliée par les inégalités. Ça, c'est un combat qu'on a aussi amené quand même. Parce que... c'est exactement. La parole est jolie, mais peut-être, pour les gens, mais en dessous, punaise, qu'est-ce que c'est horrible. Et c'est bien facile de jouer sur tous les petits vecteurs qui embêtent bien les gens, l'insécurité, la misère et tout ça. Mais c'est pas leurs propositions qui nous aideront à sortir de tout ça. C'est ça, c'est des coquilles. Et la mère de l'insécurité, c'est quand même la précarité. Non, mais c'est des écrans de fumée, effectivement.
tout à l'heure, Jennifer, tu parlais de cliniques. Alors, effectivement, il y a beaucoup de cliniques, on en a beaucoup nous, chez nous. Mais la clinique, il ne faut pas oublier que. Bah oui. Il faut les moyens, hein. Il faut les moyens. Alors moi j'ai une fille qui est infirmière qui travaille en clinique, mais c'est pas du tout la même approche, c'est pas ce qu'on recherche, non. On est quand même pour le public, pour l'humain, donc l'hôpital public, c'est lui qu'il faut défendre avant tout. Les cliniques, c'est du second degré. Je sais bien, mon ami. Il va pas dire que. Je sais bien, non mais je voulais rebondir là-dessus, parce qu'effectivement, nous en Normandie, alors en Seine-Maritime, on n'est pas comme vous, on n'est pas les derniers de la classe, mais enfin, les derniers de la classe. Faites mieux que le cornu. Ouais. On a ce qu'il faut, quoique, ouais, on aura quand même comme projet une petite fac dentaire quand même, parce que je pense qu'on pêche là-dessus. Par Sébastien Jumel, qui propose. Oui, et puis ça, il a raison, parce qu'on est quand même en péril un petit peu là-dessus, hein. Et on n'a pas assez d'infirmières, on n'a pas assez d'aides-soignantes et tout ça. On en manque moins que vous, mais on en a besoin aussi. Le temps pour prendre un rendez-vous chez un spécialiste. Ah ben les délais pour le moindre rendez-vous, c'est une cata. Hein. Et ça, c'est aussi une des propositions qu'on porte, tu vois, avoir des maisons de soins spécialisées publiques. Quand tu as un gamin qui est handicapé, ou quand tu as un gamin qui est en grande difficulté scolaire, qui aura besoin d'aller dans un CMP, dans un CMPP, d'aller voir un orthophoniste, d'aller voir des spécialistes de la rééducation cognitive, etc. Tu peux pas. Tu peux pas parce que tu as un an de délai avant de prendre ton premier rendez-vous, tu auras un bilan qui va te repousser de quelques mois, etc. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas suffisamment de spécialistes dans le domaine public, et que dans le domaine privé, les mecs, ils sont blindés, ils sont hyper onéreux. C'est-à-dire, clairement, c'est pas à la portée de tout le monde, quoi. Encore une fois, quand tu as de l'argent, tu es capable de financer des choses comme ça et peut-être d'avoir des rendez-vous un petit peu plus rapides. C'est d'ailleurs ce qui se passe, je crois, dans les hôpitaux publics. Dans les hôpitaux publics, tu as des consultations privées. Oui. Dans les hôpitaux publics, c'est-à-dire que les médecins des hôpitaux publics ont des créneaux privés, ils bénéficient des infrastructures qui sont payées par la collectivité et ils se font, eux, payer un petit peu plus cher pour avoir des espèces de passe-droit sur des rendez-vous plus rapides, ce qui est quand même assez incroyable. Mais donc, créer ces espèces de centres, voilà, qui seraient exactement sur le même modèle que ce que Arnaud, tu présentais tout à l'heure, avec des médecins ou des spécialistes qui soient payés par le département, mais qui s'autofinancent facilement avec les honoraires perçus, ça, c'est des choses qui peuvent marcher. Ça a été fait, je crois que c'était en Saône-et-Loire, hein, Arnaud, tu me rectifie si je me trompe, mais en Saône-et-Loire, ils ont mené cette expérimentation avec vraiment, tu vois, des médecins qui sont salariés par le département, qu'ils ont pu déployer un petit peu comme tu ferais avec des profs ou autres, un petit peu partout où tu en as besoin. Ça a permis à 20 000 patients de retrouver un médecin. 20 000 patients qui n'avaient plus de médecin, qui ont pu retrouver un médecin. Donc, clairement, on le sait, on a des solutions, mais des solutions, ça passe aussi par remettre de l'humain, parce que on parlait du Covid, la difficulté, machin et tout. Il faut quand même se rappeler que depuis l'ère Sarkozy, c'est 100 000 lits d'hôpitaux qui ont été fermés. Oui. 100 000 lits d'hôpitaux qui ont été fermés. Comment tu gères une crise Covid avec 100 000 lits d'hôpitaux en plus ? Et qui se ferment régulièrement, même à travers la crise sanitaire. Exactement, qui continuent à être fermés. Et puis, le deuxième poison de l'hôpital, c'est la tarification à l'acte. Le fameux T2A. C'est-à-dire que quand tu rentres en tant que patient dans un hôpital, tu deviens un espèce de client quelque part. Est-ce que ton opération, combien de temps elle va durer ? Combien de temps on te garde ? Parce que tout est tarifé comme ça. Oui. Et ça, c'est aussi un des poisons sur lesquels on pourra revenir, un des poisons libéraux. Encore une fois, tu es dans un bureau, puis tu décides de trucs sans te poser toujours la question de l'humain, quoi. De l'impact pour de vrai chez les gens. Pour de vrai. Et comme c'est de toute façon vital, la santé, effectivement, si on n'a pas une bonne santé, on peut malheureusement très mal vivre, ou plus du tout d'ailleurs. Mais qui ne se sacrifierait pas et ne s'endetterait pas pour sauver la vie de son enfant, le soigner ? C'est tellement facile d'aller chercher l'argent sur la santé, alors que c'est intolérable. Mais voilà, on a tous des enfants. C'est facile. Mais on va dire oui, on peut pas. Nous, on va pas se soigner. Mais si on veut prendre un exemple concret, hein, rien qu'à voir aux États-Unis aujourd'hui par rapport à comment le système de santé a été financé sous Trump et comment est-ce que quand Biden est arrivé au pouvoir, il a remis directement une sécurité sociale, c'est que la crise Covid avait bien démontré que la population américaine qui était appauvrie à son maximum ne pouvait plus subvenir à ses besoins en termes de santé, et donc du coup, énorme problématique de mortalité pendant la crise Covid, puisque personne ne pouvait la soigner. La logique, elle est là. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui en France ? La même chose. Est-ce qu'on est obligé de revivre la même chose que les États-Unis 10 ans après ? Non, à un moment donné, et c'est justement à vous, élus, candidats plutôt, maintenant, mais futurs élus, d'arriver à mettre en place des solutions pour redonner de l'espoir à la vie de chacun dans notre société. Et c'est pour ça que c'est intéressant ce que tu dis, pardon. Excuse-moi. Mais en fait, on fait des propositions qui sont économiquement chiffrées, donc responsables. Mais ça ne suffit pas. Il ne faut pas simplement dire aux gens, vous savez, on vous propose une solution parce qu'elle est économiquement chiffrée. Après, c'est une question de courage politique. Il y a un budget.
Il y a des budgets. Et après, l'orientation du budget, tout dépend où tu la mets. C'est comme dans une collectivité. La première arme pour travailler sur le social, pour travailler sur l'humain, c'est où tu mets tes poches financières, en termes d'investissement, mais surtout aussi en termes de fonctionnement. C'est comment tu fais. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Parce que tu parles des États-Unis. Est-ce qu'il faut qu'on attende les catastrophes pour se rendre compte qu'on a besoin d'États supplémentaires, qu'on a besoin de services publics supplémentaires? C'est ça qui est en train de se passer. C'est que plus ça va, plus on distord la corde pour aller jusqu'au bout du bout en disant voilà, vive le privé, vive la liberté, tout ça va s'harmoniser de manière naturelle. Puis on se rend bien compte que quand on est dans une situation difficile et qu'on n'a pas prévu en amont justement toutes les structures de services publics pour répondre à ces difficultés, on a le bec dans l'eau. Donc moi je pense qu'on a raison. Tant mieux, faisons-nous plaisir. Mais on a aussi une responsabilité, c'est de démontrer aussi à ceux qui nous écoutent aujourd'hui que la gauche aujourd'hui a de belles valeurs et qu'elle est moderne et qu'elle peut porter vraiment un projet alternatif pour demain. Ouais, juste pour revenir rapidement sur ce que tu as dit, ce qui est en train d'exploser en ce moment, c'est le renoncement aux soins. Ça a commencé par les dentistes. J'ai plus trop de pognon, le dentiste ça coûte cher, tant pis j'y vais pas, j'ai mal, c'est pas grave, voilà. Mais maintenant on arrive même sur la médecine générale. C'est-à-dire je souffre, mais je vais plus chez le médecin. Parce que j'ai même plus les moyens de perdre 1 euro ou de perdre 50 centimes sur les boîtes de médicaments, on en est là maintenant. On a pas mal, avec Arnaud, participé à aider un petit peu les occupants du CDN de Rouen qui étaient en lutte pour la culture, contre la réforme de l'assurance chômage, etc. Et notamment, on avait participé à une agora avec les jeunes, avec les étudiants. Et c'était assez frappant de voir dans quelle misère noire, insoupçonnable, ils pouvaient être. Vraiment. Tu parlais tout à l'heure de tes filles qui étaient en demi-jour, donc un jour sur deux. À la fac, c'était encore pire que ça, c'était 1 jour par semaine de cours. C'est-à-dire que tu obligeais les étudiants à faire un choix très clair. Est-ce que tu restes chez tes parents et tu n'auras pas cours, ou est-ce que tu viens une seule journée par semaine, tu payes ton appart et tu restes enfermé dans ton appart parce que tu ne peux pas sortir pendant 4 jours. C'était le sale choix qu'on leur donnait. Dans un contexte où de toute façon, tu ne peux plus faire de petits boulots. Moi j'ai mes anciens élèves qui travaillaient pour financer leurs études, ils ne pouvaient plus. Sergent-major, etc. C'est fermé, tu n'as plus de petits boulots. Tu n'as plus de petits boulots. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues à financer tes études parce que tu t'es engagé, mais ça veut dire que tu vas renoncer à te bouffer tous les jours, clairement, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que tu vas renoncer à te soigner, clairement, c'est ça que ça veut dire. Des exemples comme ça, on en a eu plein. Et ça, c'est la réalité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la politique qui est mise en place, ça a des conséquences concrètes, y compris sur les classes moyennes. Là, je ne suis pas en train de parler de gens qui sont dans la misère absolue, je parle de gens qui sont comme nous, dans des classes moyennes, et qui deviennent précarisés totalement, à des points qu'on n'arrive même plus à imaginer dans une société moderne. On est la 6e puissance mondiale, je crois. Oui, 6e. Putain, des fois ça fait peur quand même. Ça fait peur quand même. J'ose même pas penser à ceux qui sont derrière. Exactement. Et tu vois, moi je pense à ça, par exemple, on parlait du Front National. Je lisais leur programme, parce que des fois j'aime me faire mal, c'est mon petit côté cuir et tout ça. Ils ont une proposition, vous allez voir le lien avec la santé après. Ils ont une proposition, c'est de relever la limitation de vitesse sur les routes départementales à 90 km/h. Oh, sacrée proposition. Ouais. Il y a des départements qui l'ont fait, ça coûte 200 000 balles de faire ça, parce qu'il faut changer les panneaux, parce que ça n'est pas que changer les panneaux, mais tu es obligé, parce qu'il y a un cahier des charges qui est très strict en réalité, de faire des aménagements sur la sécurité qui sont particuliers, de revoir tout un tas de choses, bref, enveloppe de 200 000 balles. Ces 200 000 balles là, tu ne crois pas que tu peux les mettre plutôt pour justement avoir des étudiants, comme tu disais, qui vont pouvoir financer leurs études et puis rester en tant que médecin dans l'heure. Eux, ils font le choix, qui est complètement dingue dans une période où on a montré à quel point la précarité explosait. Ils font le choix, les mecs, c'est le concours Lépine de l'idée la plus con, tu sais, et je pense qu'ils ont gagné. Sur toutes les tranches mais ils ont gagné, chacun ses victoires, t'as raison, de dire, on va, non, la santé des gens, non, les mecs, arrêtez de déconner. Les études, non, c'est pas intéressant. Par contre, rouler vite sur la route, ouais, ça c'est quand même important. Quoi. Ouais, c'est porteur. Voilà un petit peu où ils en sont, c'est porteurs, t'as raison, c'est démago. Mais moi, je fais confiance quand même à l'intelligence humaine pour bien voir que de quoi j'ai besoin tout de suite. J'ai besoin de manger. J'ai besoin d'avoir quelque chose au-dessus de la tête, j'ai besoin de savoir que pour mes gamins ça va aller bien, j'ai besoin d'avoir un peu une perspective en termes d'emploi, est-ce que je vais le garder, plutôt que de savoir si je vais gagner 10 km/h sur la route. Quoi. Honnêtement, je pense que c'est l'une des choses, on n'y pense pas quand on est en situation précaire. Enfin, franchement, la limitation de vitesse, c'est le dernier minute. Mais déjà, il faut avoir une voiture. Il faut se payer l'essence. Il faut pouvoir mettre de l'essence, pouvoir payer l'assurance, il faut pouvoir... Mais clairement, quoi. Non, et puis franchement, quand tu te noies et que tu as des problèmes au-dessus de la tête, franchement, la limitation de vitesse... Mais c'est vrai que c'est porteur sur une population qui parfois est proche du Rassemblement national, du Front national. Et c'est vrai que ça appartient à leur idéologie populiste qui, on le sait, malheureusement, contredit un peu, puisque finalement, vous verrez, j'en suis sûr et certain, c'est qu'une fois qu'il sera au pouvoir, il ne le ferait jamais.
c'est pas du tout dans leur intérêt. Et donc voilà, mais par contre, ça leur permet d'être élus. Ça, Oui. de toute façon, on voit très bien comment le programme C'est pour ça qu'ils national. stigmatisent aussi au niveau social. Bien sûr. Exactement. Tu vois, les demandeurs de RSA et tout ça. J'en profite pour dire qu'on a un terme qui est revenu souvent dans le débat, c'est le terme de la misère, parce que malheureusement on est quand même face à une misère de plus en plus importante. Aujourd'hui, pour quelques rappels, c'est quand même 1% des plus riches qui possèdent 99% des richesses. C'est un terme, moi je pense que c'est un chiffre qui est parlant de lui-même, ce qui fait que la population est de plus en plus dans une certaine forme de misère. Cette misère est d'ailleurs directement reliée à la sécurité et au populisme du Rassemblement national. Aujourd'hui, le département a dans ses domaines de compétences la compétence sociale et de la solidarité. Quelles propositions pouvez-vous faire sur cette question de solidarité auprès de la On va population? peut-être faire parler les copains. Bah, faut qu'ils finissent son Ceux qui finissent de boire d'abord. Tu veux une paille? La Seine-Maritime, c'est un peu la picole, il faut le rappeler. Ah non, ça, Autour ça du jus d'orange, ceci dit. Là, je tourne au coca, donc... Que nous ici, voilà. Non, alors, je pense que depuis tout à l'heure, à chaque fois, le social, ça touche tous les sujets qu'on a abordés depuis tout à l'heure. Je pense qu'on l'a excessivement... Enfin, pas c'est excessivement. notre façon de voir les choses. Oui, de mais mettre le social faut pas oublier justement voilà, que dans nous, tous les sujets. on a l'humain au centre de nos préoccupations. Exactement. Donc effectivement, le social, ça nous touche. Évidemment, on a tous cette envie de défendre les plus démunis, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. C'est tellement vaste, j'arrive même pas à en trouver mes bases. Les précaires, les salariés, tous ces gens qui attendent de nous des solutions concrètes et qu'on les fasse passer eux avant le capital. Hein. On le voit avec toutes ces usines, je ne prendrai pas l'exemple de Chapelle Darblay, qui est un des points les plus... Chez nous, c'est Chapelle Darblay. On a chacun notre usine à la rue. On a participé au combat de Chapelle Darblay depuis des années, contrairement à nos amis, je ne veux pas faire politique aujourd'hui, nos amis socialistes sur la municipalité, notre intérêt, c'est pas de s'en servir comme d'un leitmotiv. On est vraiment dans Le cœur des luttes. dans le cœur de la lutte. Ce qui touche tous les copains qui ont perdu leur boulot, ceux qui étaient sur les usines, mais tous les... Je sais plus c'était combien de personnes en fait touchées par la fermeture de toutes ces usines, et ça touche les copains sur place, toutes les... Voilà, c'est ces gens-là sur qui il faut venir en aide. Déjà, il aurait fallu se battre un peu plus pour préserver l'outil de travail. Il ne faut pas oublier que Chapelle Darblay, c'est quand même un fleuron écologiste. Il y a tout. Je comprends même pas que... Oui, c'est vrai que c'est une incompréhension, effectivement. Je comprends même pas que la droite macroniste n'essaie même pas n'a pas plongé sur ce sujet pourtant si facilement défendable. J'en perds mes mots parce que c'est... Chez nous, Chapelle Darblay, c'est un sujet... C'est vraiment dur. Hein. Je te rappelle que notre cher président a répondu par courrier. Oui, Il a par fait contre, un joli ils courrier sont pour dire contents, les regardez le gars. dossier. Denis, tu as raison. Moi, je pense que c'est important de lier l'emploi au social. Oui. Parce qu'aujourd'hui, la première des matrices, c'est quoi? C'est d'avoir un boulot. Oui. Et quand on a un boulot, la vie, elle va... Moi, je connais personne aujourd'hui qui demande d'avoir le RSA. Hein. Et dans le département de l'Eure, je ne sais pas comment c'est en Seine-Maritime, mais nous, on stigmatise dans l'Eure. Ça veut dire qu'il faut quand même savoir que l'État doit 50 millions d'euros au titre du RSA dans le département de l'Eure. Moi, j'ai le souvenir d'un président, un jeune président ambitieux, Sébastien Lecornu, en 2015, qui arrive, et qui dit lors de plusieurs séances plénières, moi, je suis prêt à faire la grève du RSA. Et une fois n'est pas coutume, on était d'accord avec lui en disant c'est quand même pas normal que l'État ne rembourse pas ce qu'il doit au département de l'Eure. Bon, en même temps, il est devenu ministre. Et depuis, on n'entend plus parler de rien. Mais seulement, ils ont quand même fait une proposition dans les actes, dans les faits, de manière factuelle dans le département, c'est qu'ils proposent de faire la chasse au RSA. Ils stigmatisent les bénéficiaires du RSA. Alors qu'on sait très bien que la fraude du RSA, c'est peanuts. D'ailleurs, ce qu'ils ont récolté depuis quelques années, c'est combien? C'est 3 millions d'euros. Si on fait le ratio par rapport à 50 millions d'euros, on voit bien les choses. Mais on n'entend plus parler de tout ça. Donc, à un moment donné, il faut qu'on soit capable de faire le lien, comme tu l'as fait, entre l'emploi, entre la vocation sociale, et sur la vocation sociale, notamment sur le RSA, pour les jeunes, nous on propose, mais tu l'as dit tout à l'heure aussi, qu'on puisse expérimenter un RSA jeune pour les 18 à 25 ans. Parce que quand tu as 18 ans, tu as la majorité légale,
Tu as la majorité pénale, tu as la majorité politique, mais tu n'aurais pas la majorité sociale. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Et puis, on parlera peut-être, mais je vais laisser la parole, comment on finance cette proposition, mais elle est majeure. Et la deuxième des propositions qu'on pourrait faire aussi, c'est sur le quatrième âge. Parce que socialement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a des EHPAD un peu partout. Mais les EHPAD, c'est pareil, c'est privé. Donc les EHPAD, il faut déjà qu'il y ait un peu de place. Il faut avoir le fric pour pouvoir placer ses aînés. Et dans le même temps, parce que moi je l'ai vécu cette histoire, dans le même temps, quand tu as un couple qui s'aime depuis 60 ans, qui arrive dans un EHPAD, on dit oui, bon, vous venez dans le même EHPAD, mais il n'y a pas de place. Donc toi tu es au 4e étage et toi tu es au 2e étage. La conséquence c'est quoi? C'est la fin de vie prématurée. Et puis vous imaginez le choc psychologique humain quand il t'arrive des choses comme ça. Alors nous, on a une proposition qui vaut ce qu'elle vaut. Et je pense que ce sera intéressant qu'on puisse y travailler d'arrache-pied, c'est créer des maisons de vie par bassin de vie. Ça veut dire qu'en connexion avec les EHPAD, en convention, il n'est pas question d'arrêter les EHPAD, c'est pas ça que je veux dire. C'est de dire qu'à un moment donné, je prends l'exemple d'Alizé, à Pont de l'Arche, il y a un EHPAD. Est-ce qu'on n'est pas en capacité de créer une maison de vie sur Alizé pour le bassin de vie, qui viendrait décongestionner un peu l'EHPAD de Pont de l'Arche, et dans le même temps, ça permettrait au 4e âge de finir ses jours dans la dignité, auprès de sa famille, auprès de son cœur de vie, et là ça change tout, quoi. Donc ça aussi socialement c'est important. Donc le lien à l'emploi c'est super important parce qu'il y a des aides et personne ne demande de RSA, et dans le même temps au titre de l'intergénérationnel, eh ben, il faut qu'on soit capable aussi de s'occuper de nos aînés. C'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Moi je voulais rebondir sur ce que tu disais sur le RSA jeune. Effectivement je ne connais pas non plus personne qui me dirait ah là j'aimerais bien avoir le RSA, je travaille, ça m'embête. Mais c'est quand même la politique, tous les politiciens en place en ce moment qui montent la tête des gens en disant les pauvres ils coûtent cher. Mais les riches, il est où leur argent? À un moment donné, c'est facile de toujours montrer du doigt les personnes en situation précaire. Effectivement, tu as fait un comparatif tout à l'heure. Je pense que si on compare l'annulation de l'ISF par rapport aux fraudes à la CAF, voilà, encore une fois, on compare une mer et une goutte d'eau. Ça n'a pas de sens. Mais bon, après, évidemment, je suis convaincue par ce que je dis et mes idées, mais ça me paraît tellement illogique. Ils sont cohérents dans leur cheminement politique de toute manière, parce que ça, c'est leur volonté. Qui est complètement incohérent avec mon cheminement politique à moi. C'est ce qui fait la différence et entre voilà, nous, mais c'est exactement ça. Toujours montrer du doigt les personnes en situation précaire, les jeunes, ceci, cela. C'est monter les classes les unes contre les autres, ce qui est carrément facile en France, puisque tout le monde se déteste et la délation est tellement facile. Mais voilà, au lieu de montrer du doigt, oui, mon voisin il se déclare au RSA, c'est pas vrai, nan. Oui, mais ton autre voisin qui habite sur le plateau parce qu'il a plus d'argent que toi et qui ne donne pas son argent à l'État pour aider et participer, ça ne te choque absolument pas. Et effectivement, je n'arrive pas à comprendre pardon, pourquoi c'est si simple dans l'esprit des gens de créer la peur, la haine. C'est quelque chose qui vraiment me surprend. Et je sais pas, quand on prend du recul et un peu d'objectivité sur les situations, c'est pas les mêmes montants, quoi. C'est une goutte d'eau et voilà, on montre du doigt par ici le problème pour cacher ce qui se passe de l'autre côté. Et c'était juste pour... Non mais t'as raison, c'est exactement la stratégie du bouc émissaire, quoi. Ouais. Tu vois, je me suis amusé, vraiment j'aime me faire mal à le dire. Ça c'est la plaquette de la majorité de droite dans le département. Mais qui ne dit pas son nom, hein. On peut le dire. Qui dit pas son nom, il n'y a pas le logo et tout ça, mais ça, il faut être... ils doivent sans doute avoir honte de leur bilan et ils ont raison. C'est ça. La seule chose qu'ils évoquent sur le RSA, c'est combien ils ont économisé sur le dos des gens. C'est pas à combien de personnes ça a bénéficié, combien de gens t'as pu sortir de la merde, combien de gens t'as pu aider. Non. C'est combien on a réussi à économiser sur le dos des gens. Rien d'autre. La stratégie du bouc émissaire. Alors que Jennifer a raison, ce qui coûte cher, c'est pas les pauvres. Clairement, c'est les riches. Vous avez sans doute vu ce qui est sorti il n'y a pas très longtemps, là, c'est Forbes qui sortait ça. Le patrimoine des milliardaires français qui augmente de 68% depuis la crise. Ouais. Ces mecs-là, juste les milliardaires français, pèsent 1/5 de notre PIB. 1/5 de notre PIB. Si tu veux gratter de l'argent, il y a de l'argent à prendre pour ceux qui en ont. Et il leur en restera, mais tellement que c'est des chiffres qu'on ne peut même pas nous imaginer, quoi. Combien de vies il faudrait à un ouvrier ou un salarié, mais comme nous, pour espérer gagner ce qu'ils gagnent. Et paradoxalement, on montre toujours du doigt donc les personnes en situation précaire, non, c'est des mauvais républicains, non, c'est pas des bons Français, ils sont pas gentils. Mais les riches, c'est des bons Français, ils cotisent, eux, ils participent à la vie de la France, de leur pays qu'ils aiment tant et qu'ils chérissent. Mais c'est le paradoxe en fait, parce que quand tu gagnes un salaire comme le nôtre ou moins élevé,
tu payes plus d'impôts en pourcentage que ce que ces mecs-là payent. Pourquoi? Parce que nous, tout ce qu'on a, on le met dans la consommation. On ne peut pas faire d'épargne tellement. Et il y a de la TVA. La TVA, c'est un impôt. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on consomme, nous, on paye un impôt. En plus des impôts qu'on peut payer à côté, taxe d'habitation. Mais à chaque fois, nous, on paye. Eux, non. Ils arrivent toujours à avoir des abattements fiscaux, etc. Et de toute façon, ils ne peuvent pas consommer. C'est impossible pour eux de consommer ce qu'ils gagnent. Ils gagnent trop. C'est impossible. Donc, ils sont obligés d'épargner. Et tout ce pognon-là, il échappe finalement à l'effort commun, à la solidarité qui permet d'avoir des routes, des hôpitaux, des écoles et des choses comme ça. Voilà, ça c'est hallucinant. Et ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure sur l'État, sur la chapelle d'Arblay et tout ça. Pourquoi est-ce que, alors que la chapelle d'Arblay, ils sont sur le recyclage, qui font des choses extrêmement intéressantes, qui sont mais tellement dans l'air du temps, qui sont tellement utiles pour préserver la planète, pourquoi est-ce que chez Manoir Industrie, qui est juste à côté de chez nous, il y a une filière nucléaire, on aime ou on n'aime pas le nucléaire, n'empêche que pour l'instant il existe, il faut bien l'entretenir, ne serait-ce que ça. Ça veut dire que ça, ce sont des points qui sont éminemment stratégiques pour l'État. Pourquoi est-ce que l'État ne s'investit pas là-dedans? Il ne s'investit pas du tout. Tu vas les voir, ils te répondent, Arnaud avait eu l'occasion d'y aller, les mecs ils te disent, nous c'est EDF qui gère, et puis ça ne nous regarde pas, ils se fournissent chez qui ils veulent. Ouais. L'État est majoritaire, actionnaire majoritaire chez EDF, encore pour l'instant. Donc ça devrait être à eux de dire ça nous intéresse, ça c'est sur le local, ça permet d'avoir des emplois, ça permet d'avoir aussi une vision à long terme de ce qu'on veut sur le nucléaire, de ce qu'on veut sur le recyclage. Global à long terme. Mais pour ça il faut un État stratège. C'est ça. Et puis arrêter de se dédouaner aussi. Et pas une start-up nation quoi, tu vois. Exactement. Ah ouais, c'est clairement la différence. C'est clairement la différence. Moi, tu me permets de rebondir, parce que la question du RSA et des aides sociales en France, moi je sais que quand j'étais plus jeune, au tout début de mes réflexions politiques, l'assistanat je me disais, j'arrivais pas à comprendre ce terme d'assistanat. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours gêné, je ne comprenais pas ce terme d'assistanat. Pour moi, c'est important de pouvoir aider les gens au fur et à mesure du temps, puisque quelqu'un qui va recevoir son RSA, c'est quelqu'un qui va consommer obligatoirement. Donc quelqu'un qui consomme, c'est quelqu'un qui va faire fonctionner l'économie. Allez voir quelqu'un qui gagne, lui, 300 millions d'euros par mois. Cet homme-là, comme, je sais pas, comme Lagardère ou Dassault, cet homme-là, lui, il ne va pas consommer directement, c'est pas lui fait fonctionner l'économie, et encore de façon très minimaliste, de par l'argent qu'il gagne, puisque énormément d'argent est emmagasiné. On le voit bien année après année, les riches deviennent de plus en plus riches, c'est-à-dire que cet argent ne circule pas. Elle est emmagasinée. Ce qu'il faut savoir sur la question du RSA notamment, c'est qu'aujourd'hui en France, je rappelle ce chiffre, 40% des gens qui peuvent toucher le RSA ne le réclament pas. Pour quelle raison? Quelle raison? Généralement, c'est parce qu'ils n'osent pas. Généralement, c'est aussi, on en parlait tout à l'heure sur la question de la fracture numérique, comme tout est numérisé, que bien souvent, quand on touche le RSA, c'est qu'on est un petit peu en retrait, en misère sociale, donc on ne sait pas faire cette demande-là qui est malheureusement de plus en plus compliquée. Deuxième chose. Troisième chose, aujourd'hui, quand on parle du RSA, ce qu'il faut savoir, c'est que le coût total de cette solidarité, puisqu'elle a un coût quand même, il faut le dire, c'est 150 millions d'euros. Alors ouais, ça paraît cher, parce que c'est vrai que ça paraît beaucoup. Quand on essaye d'aider les entreprises, aujourd'hui par le biais de niche fiscale et autres, ça représente 5 milliards d'euros. Alors je vous laisse faire cette petite division, 5 milliards divisé par 150 millions, et vous verrez le nombre de fois Vous avez 27 vous verrez le nombre de fois que ça fait, mais aujourd'hui voilà où va l'argent. Voilà où l'argent qui généralement est l'argent du contribuable, l'argent des impôts de chacun, et tu l'as très bien rappelé toi-même, on paye plus d'impôts en termes de proportionnalité aujourd'hui que la majorité des personnes les plus riches, notamment depuis qu'on a supprimé l'ISF. Et aujourd'hui cet argent-là, c'est l'État qui a mis des lois qui font qu'aujourd'hui cet argent-là se distribue de cette façon-là. C'est de l'argent en moins justement pour les départements qui ont cette compétence de solidarité, sachant qu'avec la déconcentration, l'État se déconcentre totalement en termes financiers des différentes collectivités. Et aujourd'hui, tu parlais tout à l'heure, tu leur rappelais 50 millions d'euros que doit l'État au département de l'Eure sur ce genre de questions-là. Alors oui, ça fait le pain béni de la droite, parce que là, ils peuvent dire, regardez, en effet, ça nous coûte de l'argent. Mais elle est normale, cet argent. On a quand même, tu parlais tout à l'heure de l'image que représentait la France sur la question sociale, et oui, en effet, on est un phare dans le monde actuel sur les différentes choses qui ont été données, la sécurité sociale, les aides, la solidarité. Tout ça, c'est important, c'est ce qui fait que notre pays rayonne autant dans le monde. Heureusement, aujourd'hui, on a encore des élus et des candidats qui sont capables de pouvoir faire rayonner ce phare et porter l'espoir auprès des gens. Parce que aujourd'hui, on sait très bien qu'on va affronter une des plus grandes crises.
La crise, elle se résume par la fin du monde et par la fin du mois, j'ai envie de dire. Puisque chaque individu va avoir de moins en moins d'argent, étant donné qu'il va y avoir de plus en plus de chômage. Et en plus, on va vers une crise écologique énorme. Aujourd'hui, on sait très bien que les plus riches polluent majoritairement. Donc, une répartition des richesses permettant aujourd'hui à chacun de pouvoir vivre convenablement, de consommer mieux par le biais de circuits courts, ou aux entreprises, à la limite, aux agriculteurs et autres, de vivre mieux et donc de faire une pêche plus saine ou une agriculture plus saine, permettrait de réconcilier les deux beaucoup plus facilement. Bien sûr. Et donc c'est ça qui fait que la solidarité, je pense, Et là, on arrive un peu sur l'environnement, c'est intéressant. Exactement. Moi, on va peut-être passer à l'environnement. J'avais juste envie de revenir sur cette idée d'assistanat. Tu vois, l'assistanat, on pourrait le voir aussi dans les aides publiques qui sont octroyées aux entreprises sans regard sur ce qu'elles vont en faire. Je prends l'exemple toujours de Manoir Industrie qu'on a juste derrière. En gros, c'est des fonds de pension qui se rachètent les uns après les autres, etc. Tu as toujours des aides publiques qui sont mises pour amener les routes. Par exemple, c'est une aide publique indirecte, mais c'est une aide publique. Et puis tu peux avoir aussi, même le département peut le faire, des aides publiques directes quand tu juges que ce type d'emploi est stratégique pour ton département. Nous, ce qu'on propose, c'est assez simple. C'est de dire, à partir du moment où on met de l'argent, il faut que le pouvoir public ait un contrôle sur comment cet argent-là est utilisé. Tu vois, des garanties sur le maintien, le développement de l'emploi. À partir du moment où tu investis, c'est un petit peu l'idée finalement qu'on avait sur les moratoires dans les collèges. À partir du moment où tu mets du pognon, tu fermes pas de poste. C'est la même chose. Et ben on dit exactement pareil. Tu mets l'argent public, tu dois avoir un droit de regard, c'est une question de démocratie, tu dois avoir un droit de regard sur comment cet argent-là, à minima, il est utilisé, quoi. À quoi il sert, quelle garantie tu as sur l'emploi derrière. Est-ce que c'est normal, quand tu fais des investissements publics dans une boîte pour l'aider, pour faire des infrastructures qui lui vont, 2 ans après, elle vire 200 personnes? C'est clair. Est-ce que c'est acceptable? C'est absolument pas acceptable. Mais même si elle en virait une, j'ai envie de dire, même si elle en virait une seule. À partir du moment où on met de l'argent public, contrôle public de l'argent. Sauf que ce process capitalistique, il existe déjà depuis 30 ans, et il n'y a Exactement. aucune volonté aujourd'hui de changer les choses. Parce que ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, c'est la liberté de l'entreprise, et puis essayer justement, quoi qu'il arrive, s'il faut délocaliser, on délocalisera. On voit bien que depuis 30 ans, Ça, cette recette-là fonctionne. ça fonctionne pas, ça fonctionne plus du En tout. fait, moi, Sauf j'ai qu'on a plus déshabillé dit- aussi, au niveau de la nation, tout le savoir-faire industriel. C'est ça qui est dingue. Alors moi je suis pas d'accord, ça fonctionne très très bien. Ah oui, ça fonctionne, bah oui. Ça fonctionne très très bien, la preuve on l'a dit tout à l'heure, plus 68% d'augmentation des grands Et patrimoines. ça fonctionne très mal pour les salariés. Ah Mais ouais. peu importe le sujet qu'on balaye depuis tout à l'heure, il y a une phrase qui est en boucle dans ma tête. En fait, j'ai l'impression qu'on est un pays qui n'apprend pas de ses erreurs. On continue, et ça continue. On change de président, on change de parti, il n'y a pas de souci. Mais les gens, ils n'ont plus confiance en la politique parce que c'est ça, en fait. C'est facile de vendre des idées, des valeurs, quand on est en haut. Mais en vrai, est-ce qu'ils sont en bas, ils voient vraiment ce qui se passe? Moi, je me considère comme une personne d'en bas. Je vis normalement, au milieu des autres habitants. cœur de la vie. Voilà, je suis un être humain normal. Je ne vis pas, j'ai pas les moyens. J'aimerais bien, je dis pas que j'aimerais pas avoir d'argent. Mais effectivement, moi j'aimerais pouvoir gagner plus pour injecter plus. Moi, ça ne me dérangerait pas de payer mes impôts. J'ai l'impression qu'on a des élus qui sont déconnectés de la réalité et du coup qui déconnectent la réalité de la politique. Et au final, les gens, ils en ont marre, ils en peuvent plus. Quand je me suis engagée en politique, c'est très récent, mon entourage a été plutôt surpris, mais pas tant que ça dans le fond, puisque que j'ai un engagement politique dans un parti, c'était pour eux surprenant. Mais au final, ils se rendent compte que mes idées, mes principes, que j'ai que toute ma vie j'ai défendu, en fait, je suis en train de continuer à les défendre, mais politiquement. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis engagée, parce que moi aussi, je me désintéressais de la politique à cause de la politique politicarde. Et voilà, on est un pays qui n'apprend pas. On fait des erreurs, on change de président, il fait les mêmes erreurs en pire et en pire et en pire. Et à un moment donné, c'est plus possible. Là, on est en train de presser la France comme pas possible, surtout celle d'en bas. Mais voilà, à un moment donné, c'est plus acceptable. Mais il y a eu une volonté, c'est intéressant ce que tu dis, parce que la volonté de la droite depuis des dizaines d'années maintenant, en tout cas la politique libérale dans laquelle on vit, ça a été de vouloir déconnecter les gens de la réalité et de les individualiser. Parce que précariser les gens quand ils sont individualisés, c'est beaucoup plus simple. Et donc, toutes les lois qui ont été contre les salariés dans les entreprises, c'est ça aussi. C'est qu'aujourd'hui, voilà, quand on est en intérim dans une entreprise, pour se syndiquer, moi je peux comprendre que c'est difficile de syndiquer parce que tu veux espérer être embauché. Donc il y a toujours cette volonté, toujours des puissants et des riches, de vouloir individualiser et de pouvoir faire des projets sans prendre en compte la substance même, le cœur de la vie. Ça c'est un vrai problème. Je sais pas, on parle peut-être d'environnement, mais c'est la même chose par exemple avec le contournement SE dormant. Oui, exactement. Ce contournement, il a été, tu vois, je me permets d'en parler un peu parce que
tout le cas Alizé, les élus d'Alizé, on se bat avec le collectif Non à l'autoroute depuis maintenant quelques années. Pour une bonne et simple raison, c'est que c'est un projet qui est déconnecté de la vie et qui repose sur un mensonge. On a été dire aux Rouennais, l'Adréal, l'État, en disant vous avez tout à fait le droit de prétendre au désengorgement de votre ville. Mais ça c'est vrai, les Rouennais ont tout à fait le droit de pouvoir d'arrêter de baigner dans les particules fines. Sauf que la solution qu'on leur a vendue, c'est une autoroute. Une autoroute ne va jamais, toutes les études le montrent, ne va jamais désengorger Rouen. Mais une fois qu'ils ont fait ça, ça veut dire qu'ils ont légitimé le fait de créer une autoroute supplémentaire sur un maillage autoroutier normand qui est déjà largement bien desservi. Mais c'est important de le dire parce que sinon, tu sais, nous on a des candidats macronistes sur notre coin, Charlier, ces mecs-là, qui étaient pour en disant non mais attendez, je suis contre le contournement, je serais éventuellement pour s'il ne passait pas dans l'heure. Vous cherchez l'histoire, le mec qui ne connaît pas du tout le sujet. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand on dit ça, ça veut dire qu'on n'est pas égoïste, on ne dit pas l'autoroute ailleurs, on est contre l'autoroute. Les dégâts collatéraux sur notre coin, c'est quoi? C'est que sans aucune concertation, encore une fois, ni des élus, ni du mouvement associatif, ni de la combinaison sociale qui peut se passer sur le territoire, on veut nous faire passer une autoroute qui va arriver, qui va percuter de plein fouet Alizé, sur une zone Natura 2000, où on n'a jamais pu faire de projet, et c'est bien normal. Zone Natura 2000, flore exceptionnelle, faune exceptionnelle, tout ça. Là, ça pose plus de problème, l'Adréal est passé. Et ils vont nous faire passer un viaduc à la petite semaine tout pourri en béton, avec, tenez-vous bien, un barreau à Rouen. Donc le barreau à Rouen, c'est là où il va y avoir une colonne à péage, une colonne de 10 péages, juste derrière le terrain de foot qu'on vient de faire depuis 3 ans. Voilà la situation ubuesque dans laquelle on est. Et dans le même temps, il y a 3 ans, je finis là-dessus, je reçois un beau petit courrier d'Emmanuel Macron qui me dit félicitations à Alizé, vous entamez la transition écologique pour de vrai, vous luttez contre la pression foncière, 4,5 hectares, permaculture, remunicipalisation de la restauration scolaire. Voilà, donc on arrive dans le paradoxe, cher Emmanuel, dans le paradoxe de la communication de merde, avec un député certainement qui a dû lui dire voilà, il se passe quelque chose, c'est intéressant pour essayer d'avoir peut-être des vues différentes politiques. Et voilà, on arrive dans un truc de dingue. Non mais c'est un projet vraiment. Et donc absurde. on va encore précariser encore plus les gens, parce que tu vas payer par tes impôts, tu vas payer par la collectivité, parce qu'il y a une convention, je ne me rappelle plus à quelle hauteur la collectivité va être obligée de payer l'investissement, c'est 500 millions d'euros payés par l'État et les collectivités territoriales, et toi au péage, parce que tu seras obligé de prendre le péage. Donc ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que tu ne vas pas le prendre le péage, donc tu ne prendras pas l'autoroute, tu vas engorger les itinéraires secondaires, et dans le même temps, ils ne ferment pas le péage d'Incarville qu'on demande, parce que tu arrêtes le péage d'Incarville, tu règles ton problème. Voilà, encore une situation ubuesque de l'État. Alors, pourquoi ce coup de baguette magique intolérable? Je pense qu'il y a plusieurs... il y a le lobby déjà du tout béton, voilà, ça c'est quelque chose de fort. Et puis derrière, ils ont envie, en termes de développement économique, de dire, vous voyez, nous l'emploi, sur quelques années ça va faire de l'emploi, donc ça va baisser les barèmes, ça va baisser les pourcentages. Voilà, on arrive dans une situation de dingue. Le contournement est ce Rouen, en tous les cas nous, ça va être notre bataille. Si jamais demain on prend la majorité de la gauche, notre groupe se battra très très fermement par rapport à ce projet qui est inacceptable. Bah moi j'ai été quand même fier de participer au vote contre à la métropole. Bien sûr. On a pu s'exprimer et donc la majorité l'a emporté. Quelle tristesse derrière de voir qu'il y a des personnes qui veulent compenser. Mais c'est horrible. Le duc de Normandie, c'est ça? Oui, Sébastien Natal. c'est bien Ouais, le ça. but, Non mais voilà, on est un hémicycle dans lequel on nous demande notre avis, on vote contre, enfin pour la délibération mais contre le contournement Est pour le coup. Donc moi toute contente, sacré conseil d'ailleurs qui a duré très voire trop longtemps. Et au final, pour que quelques jours après, peut-être semaine, on entend que le département 76. injecterait à notre place une somme astronomique. À remplacer, c'est les 66 millions, je crois. C'est ça, qui pourrait être injectée dans toutes nos propositions. Oui. Mais oui, Ce serait beaucoup plus bien. utile. Moi je trouve que vous n'avez pas bien compris en fait le contournement. Explique-nous, Non, Cédric. c'est le lobby des barbecues qui a fait ça. C'est-à-dire. Je vous explique. Explique. J'adore les barbecues. Attention. Pendant Fort-Canel. Pendant Pendant des années, moi j'ai été directeur d'école pas très loin d'ici, aux Authieux sur le Port Saint-Ouen. Authieux sur le Port Saint-Ouen. C'était juste pour placer ça en fait. Composé en. T'as les Authieux en haut, Port Saint-Ouen en bas. Le contournement passe dans les Authieux Port Saint-Ouen, dans les Authieux, et passe juste au-dessus des maisons de Port Saint-Ouen.
Donc moi je pense que c'est quand même le lobby du barbecue qui a fait en sorte que les gens puissent faire des barbecues chez eux même quand il pleut. Parce que quand tu as l'autoroute qui passe au-dessus de la tête, dire t'es à l'abri. Tu vois, donc est-ce que c'est pas un truc comme ça? Il faut quand même regarder. Ça, et le Il y a quand même une vision réchauffement sociale et de climatique. rencontre. Moi je pense qu'il y a quelque chose. Le bon côté de la... pense Ah, que- quelque chose de l'autre côté. Ouais, ouais. Non, mais c'est aussi le réchauffement climatique. Ils sont protégés du soleil. Mais exactement. Oh là là. Exactement. Tu fais tomber, tu vois, les ventes de crème solaire, tout ça. Grâce c'est aux quand même des particules produits fines, toxiques, voilà, un peu plus de Ouais, finalement, il faut chaleur. peut-être repenser, revoir notre position par rapport à ce contournement. Non, mais par contre, trêve de plaisanterie. Dans ce village-là, dans lequel j'ai enseigné pendant pas loin de 20 ans, c'est. J'ai 18 ans, Il les fait pas. Je l'ai dit tout à l'heure, on a commencé du plus jeune, non, du plus vieux au plus jeune. Dans ce village-là, moi j'ai 12 familles qui vont voir leur maison détruite. 12 familles qui voient leur maison détruite. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça peut vouloir dire. Donc, moi j'étais directeur là-bas, j'avais des enfants dont les maisons allaient être rasées. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont grandi là, c'est leur seul point de repère. T'as beau donner de l'argent, ça remplace jamais les souvenirs, mais jamais. C'est pas la même chose de partir volontairement d'une maison parce que tu as un projet, parce que tout ça, et que d'un seul coup on vienne te raser ta maison, quoi. Qu'à peut-être, j'avais une famille qui était comme ça appartenait au père et au grand-père avant. Ouais. Tu vois, des maisons qui étaient vraiment extrêmement anciennes, les gens s'étaient installés là parce qu'il y avait un certain cadre de vie, parce qu'ils étaient tranquilles, parce que c'était près de la forêt, et on vient leur écraser ça. C'est-à-dire que c'est une image que j'avais employée parce que ça me paraissait vraiment fort. Tu files 1 milliard d'euros à des gamins, tu leur dis, toi, qu'est-ce que tu ferais toi avec 1 milliard? Ils te trouvent des solutions merveilleuses. Avec 1 milliard, moi je fais en sorte que tout le monde soit égaux. Moi je fais en sorte qu'il y ait à manger pour tout le monde. Moi je crée des magasins gratuits pour tout le monde partout. Ils ont tous des idées super comme ça. 1 milliard, tu files ça à des adultes, qu'est-ce qu'ils te font? Ils te font un serpent de mer de béton qui va écraser les forêts, raser les maisons, détruire des vies. Voilà ce qu'ils font, tu vois, pour 1 milliard. Tout à l'heure, on fait des propositions. Donc les enfants sont communistes. On est en train. Mais Tous les enfants, les moi, communistes. je Putain, suis c'est persuadé, merveilleux. je suis persuadé que C'est tous les merveilleux. enfants, en tout cas, sont dans le partage, dans le fait de faire des choses C'est la nature ensemble, de l'être humain. à la base. dans le refus de l'injustice. Ça, j'en suis à peu près sûr. Mais vraiment, c'est après que ça se pourrit, tu vois. C'est après que ça se C'est à pourrit. quel moment que ça sais, merde, est-ce en fait. Avec Connaître l'âge. 1 milliard, avec 1 milliard, mais tu vois ce qu'on fait. On est tout à l'heure à gratter des petites propositions, 6 millions, 5 millions, 3 millions, machin, 1 milliard. Mais tu vois, pour aller dans le sens là sur le pseudo-contournement Est, la position de la droite et des libéraux, c'est de dire s'il n'y a pas ce fameux contournement, il n'y aura pas de développement économique. Voilà, c'est ça. Donc prenons l'exemple de la 28. Et regardez s'il y a du développement économique sur la 28. Il n'y en a pas. Moi, je considère que le développement économique, il se fait sur les territoires, notamment sur le territoire des agglos, mais pas comme les territoires à Bernard-Leroy dans l'agglomération Seine-Nord. C'est bien beau de faire des écoparcs avec plein de grosses entreprises. Il faut peut-être, comme on parlait tout à l'heure au niveau du social, au niveau de l'éducation, refaire un maillage assez fin pour que le développement économique puisse servir notre territoire. Et donc, voilà, donc la droite manque d'arguments, mais a une force de lobbying extrêmement forte, sauf que je pense qu'ils n'avaient pas vu que les propositions alternatives qu'on portait étaient intéressantes. Nous, ce qu'on porte comme alternative, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est transport en commun. Dans notre coin, je vous mets au défi quand vous êtes à Fleury-sur-Andelle, de prendre le bus pour être connecté à l'agglomération Seine-Nord. Il n'y en a pas, à part le bus scolaire. Donc, politique de transport en commun affirmée et gratuite. Maintien et développement de nos petites gares rurales pour les services aux gens, mais aussi pour le fret. Moi, je comprends pas. Il y a des pays d'Europe qui ont tout mis, ils ont mis le paquet sur le fret depuis longtemps. Bien sûr que c'est des infrastructures à mener, mais en même temps, ça c'est bon pour l'environnement, mais c'est bon aussi pour les entreprises. Le fluvial. Moi j'ai des entreprises, ils attendent que ça aujourd'hui, d'avoir en termes de matières premières, pouvoir ramener des tonnages de matières premières pour travailler, plutôt que d'avoir une succession, une litanie de camions sur la route. Donc voilà, toutes ces choses-là, ce sont des propositions qui sont assez simples à mettre en place, une volonté politique sans regarder forcément la lampe du compteur comptable en disant c'est pas possible, parce que Cédric l'a dit tout à l'heure, c'est même 1,5 milliard d'euros. 1,5 milliard d'euros aujourd'hui. Si on veut travailler les alternatives de mobilité, je pense qu'il y a possibilité de pouvoir réfléchir et d'avoir les moyens pour mettre dans les actes concrètement ces projets. Tout à l'heure, je parlais de nos notre territoires. territoire qui est très riche, mais sur les transports aussi. On a la Seine. C'est quand même pas le cas de toute la France d'avoir un fleuve. Je crois que dans les Pyrénées, non pas par exemple. Non. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ça a Non, commencé à mais bon, arriver. c'est vrai, il y a des territoires qui n'ont pas cette chance. Mais non, mais On t'as l'a, raison, on l'a. complètement. Les trains, tu disais, ça coûte cher en infrastructure, mais on les a. Elles sont à rénover, parce qu'abandonnées depuis trop longtemps.
Mais sur nous, la métropole, il y a des infrastructures existantes et inutilisées. Sauf les nouveaux trains à C'est Morin. une question de logique. Ouais, Les très nouveaux joli. trains, ils sont beaux. Hein. Très Les joli. infrastructures Les gens aériennes veulent sont tramway. pourries, mais... Voilà, rien que, tu vois, tu parlais de... Après, on a des infrastructures. Rien qu'entre nos deux communes. Mais bon, c'est le réseau. Elbeuf, Grand Couronne. C'est ce que En disait. voiture, on en a pour 10 minutes. Par contre, En bus, on a pour la hantise des gamins dont les lycées de secteur sont sur Elbeuf, bah, c'est une Non, catastrophe. c'est horrible. C'est vraiment, effectivement... Là, j'étais dans le sujet tout à l'heure, mais voilà, c'est... Non, on a... Eh bien, ce qui est assez rigolo sur des déplacements en train, si on est là-dessus, tu sais qu'on met plus de temps maintenant à faire la même distance en train qu'il y a 60 ans. Non mais voilà, il y a aucune Ça paraît dingue, hein, innovation. parce que tu te dis, Ouais, c'est- normalement on a des rames ouais, qui sont c'est plus hallucinant. modernes, etc. Sauf que les réseaux sont plus entretenus, clairement. Et que maintenant, si tu veux faire, je te dis n'importe quoi, mais Dieppe-Paris, tu vois, eh ben, tu vas mettre plus de temps qu'il y a 60 ans. Voilà. Et dans le même temps, Macron a voulu péter le statut des cheminots. Voilà. Oui, Ah oui, oui, ça, ça démontre bien la politique de base, tu en l'as fait. dit tout à l'heure, mais ils sont quand même très très cohérents dans leur démarche. Mm. Hein, au niveau national, au niveau régional, au niveau départemental. Il va falloir qu'on règle un peu tout ça. Et moi, je propose que le 20 et le 27 juin, surtout le 27 juin au soir, C'est qu'il faut un on contre-pouvoir. puisse trouver dans nos territoires respectifs une gauche combative qui soit Ouais. capable de changer les choses, aussi bien à la région avec Sébastien Jumel, aussi bien dans ton canton, Denis et Jennifer, et aussi bien dans le département de l'Eure pour tenter de reprendre la majorité. Sur la gratuité des transports, justement, je voulais l'évoquer tout à l'heure, on parlait de précarité des jeunes. C'est vrai qu'à la métropole, notre groupe communiste a demandé le remboursement des abonnements des jeunes de moins de 26 ans sur toute la période de confinement, en fait. Ça a été fait naturellement sur le premier confinement qui a été le plus strict. Ça n'a pas été reproduit en octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, etc. Bon, c'est pour l'instant en étude, je n'ai pas encore la réponse après quelques mois, mais je ne compte pas m'arrêter là. Effectivement, le transport gratuit de toute façon, ça fait des années que notre parti le réclame. C'est vrai que ça peut faire peur. Ouais, tout gratuit, tout gratuit. Mais quand on dit gratuit, c'est gratuit pour l'administré, c'est gratuit pour l'utilisateur. On ne dit pas que la métropole doit s'asseoir sur l'argent qui rentre. Il y a déjà une participation des employeurs à hauteur de 50% pour le transport en commun. Donc voilà, il doit y avoir d'autres instances et d'autres moyens de financement qui injectent pour que ça devienne gratuit pour l'utilisateur. Mais à aucun moment on dit que ça doit être gratuit, c'est open bar, on ouvre les bus et monter dedans, c'est gratuit. C'est pas ça. Et c'est vrai que quand on n'explique pas, il y a des personnes qui se disent « Ah mais ils disent ça, mais c'est pas possible ». Mais si, c'est possible. En fait, c'est possible. Il faut se donner les moyens de vouloir Si le tu faire. vois plus global, tu le connectes à la vie réelle. Le mec, il va prendre le bus, tu le disais tout à l'heure, Jeff. Il va prendre le bus pour aller travailler, ou le train pour aller travailler, ou pour aller consommer, pour aller à Rouen, pour toutes ces choses-là. Donc tout se combine, il faut qu'on ait une vision d'ensemble, de cohérence. C'est quel projet industriel, quel projet environnemental, quel projet de protection, quel projet de service public pour nos territoires. Et les ponts qu'on est en train de faire, c'est pour ça que moi je suis très heureux qu'on puisse faire ça aujourd'hui. Oui. Les ponts entre la Seine-Maritime, entre vous et nous, on se rend compte qu'on rencontre les mêmes C'est problématiques. similaire. Tout à fait. Exactement, bah, c'est toujours à dimension humaine. Moi j'ai travaillé et milité souvent longtemps pour les transports gratuits. Ce qu'on avait pu remarquer, ce qui est important de le signaler d'ailleurs, c'est que dans d'autres villes, je crois que c'était à Chartres et c'était à Aubagne où le transport gratuit a été mis en place. Aubagne c'était une mairie communiste, à Chartres c'était une mairie de droite, comme quoi ça recouvre idéologiquement plusieurs groupes politiques. Ça a toujours été une réussite. Hausse par exemple à Aubagne de 75% de densité de personnes qui prenaient les bus, et il n'y a pas eu de problème, de soucis. En fait, au bout d'un moment, même le maire a dû investir dans plus de bus, puisque plus de personnes le prenaient, et la ville est devenue peu à peu émettait de moins en moins de CO2. Donc c'est socialement viable et écologiquement durable. C'est deux choses importantes à prendre en compte par rapport aux obstacles qui se mettent à nous par rapport au futur. Tu sais, lutter contre les passeports thermiques. Mm. Aujourd'hui, si tu fais ça, c'est bon pour le porte-monnaie des gens et c'est bon pour l'environnement. Donc tout ça, c'est des petites propositions qui se combinent et qui pourraient, au titre de la région, justement, avoir un impact assez fort avec un relais départemental. Dès lors où il y a la volonté aujourd'hui, dans le département de l'Eure, l'environnement, c'est plutôt du saupoudrage électoral. C'est ce qui est toujours dommage. Et puis, moi, je voulais revenir, peut-être pour conclure, je ne sais pas, mais sur
politiquement, les gens sont désengagés de la politique. Mais avec tout ce qu'on vient de dire là, moi je me mets à la place d'une famille en difficulté, qui n'a pas la chance d'avoir accès aux informations politiques, hormis BFM TV. Mais t'as peur. Et ils font le lit du Front National, ils font le lit de l'insécurité. Si on les écoute, voilà, on est dans une sphère incompressible, et le seul moyen, pour retrouver de l'emploi, pour retrouver des services publics, il faut dégraisser un peu le mammouth, comme si on mettrait un peu, on serait envahi d'étrangers. Il faut qu'on fasse attention. Donc on a une responsabilité là-dessus. Notre responsabilité, je pense que c'est ce qu'on est en train de faire ce soir. C'est d'expliquer aux gens que des solutions qui sont techniques, difficiles, et qu'on se méfie justement des solutions toutes faites que le Front National peut faire. Méfiez-vous des solutions rapides. Généralement, elles sont rabougries, et en plus de ça, elles ne seront pas du tout dans l'air du temps, et surtout pas efficaces, et surtout baignées dans le mensonge. Quelques mots de fin pour les élus du canton, les candidats du canton d'Elbeuf. Ouais, moi j'ai une petite phrase que j'avais dès le début, qu'on avait un petit peu pensé sur notre affiche. Moi j'arrive d'un département pour tous, imaginé par tous. C'est beau ça. Oui. Ouais, tu te rappelles, j'avais parlé de ça, mais ça a tout son sens. Et après tout ce qu'on vient de dire depuis tout à l'heure, je tiens quand même à te remercier de nous avoir conviés à ça. Merci à vous, effectivement, super content. c'est meilleur, même combat. Enfin, prochaine je fois, pense on qu'on viendra est chez pas les seuls. Oui, tout à fait. Pas les mêmes. Il y a plein de départements qui doivent faire la même chose partout pareil. On a nos valeurs qui sont des valeurs humaines. Les gens ont besoin de ça. On le voit quand on fait du tractage, quand on rencontre les gens, ce qui est notre tasse de thé, c'est ça. Ils nous disent on ne croit plus en la politique. Non, je ne croyais plus en la politique, d'accord, mais croyez en nous. Croyez en nous, parce que nous on est là pour vous, les gens. On est là pour l'humain. L'humain avant tout. Le capitalisme, on s'en fout en fait. Enfin, on s'en fout. L'argent, c'est le nerf de la guerre, paraît-il. Bah, c'est pas notre nerf de la guerre à nous. Nous, le nerf de la guerre chez nous, c'est l'humain. L'humain, au centre de tout. Exactement. Et nous-mêmes, on est des humains à votre hauteur. Moi, c'est vrai que lors de boitage ou de distribution, j'ai croisé des habitants qui étaient surpris que ce soit moi sur le train. Mais c'est vous, ah oui, c'est moi. Et vous distribuez vous-même. Effectivement, heureusement, je ne fais pas tout toute seule. Il n'y a pas que les candidats qui traitent, heureusement, et qui votent. On est aidé par énormément de militants, mais surpris de voir, alors oui, sur les marchés, distribuer son tract, ça c'est facile, ça prend 2 heures le samedi matin ou selon le jour du marché. Mais boiter, faire toutes les boîtes aux lettres, essayer de discuter avec les gens quand on les croise, Le lien. c'est important. Et moi, c'est vrai que C'est notre calme. c'est pour ça que je me suis engagée. C'est vraiment pour que les gens ils puissent voir que déjà, peu importe qui tu es, tu peux t'engager déjà politiquement et tu peux réussir à faire bouger les choses. Moi, je suis jeune, j'ai 34 ans. Comment je suis la plus jeune. Non, mais c'est vrai, je suis jeune, mais arrête. Pas autour de cette table, en tout cas. Je me suis engagée politiquement il y a très longtemps, mais j'avais pas de poste d'élu, je militais dans l'ombre. Et j'ai voulu vraiment m'engager pour que les jeunes, que les habitants, la population se rendent compte qu'en fait c'est à la portée de tous. On doit tous s'engager, on a envie que les choses elles changent. À un moment donné, c'est facile aussi de rester chez soi et de dire ah, ça va pas. Ça va pas. Bah viens, on fait changer les choses, nous on s'investit, on donne nos idées. Mes idées, je les ai depuis. Donc après, il y a des choix politiques plus précis, mais les lignes directrices de mes idées, c'est les mêmes depuis toujours. J'ai jamais changé d'objectif. Mais tu sais, pour conclure avec Cédric, on aime bien une phrase. À la haine qui divise, j'oppose l'humanisme qui rassemble. Mais c'est ça. Et ça, c'est fort. C'est ça, Mais fort, oui, c'est fort, mais c'est fort, mais c'est ça. Pourquoi tu l'as posé comme slogan? C'est pas mal ça. C'est un peu long. C'est légèrement long. Non, mais ça c'est hyper important, c'est évident. Et tu vois, sur l'idée que vous êtes en train de développer, moi ce que j'aime bien, et finalement s'il y a un message final que j'aimerais faire passer, c'est voter pour des gens qui s'engagent vraiment pour vous, pas au moment des élections, mais tout le reste du temps. Oui. Moi perso, j'ai jamais vu au cul des boîtes, j'ai jamais vu devant les écoles, j'ai jamais vu défendre des mecs du Front National. Jamais, jamais, jamais. On a eu une lutte très très forte à AA, ils n'étaient pas là. Il y a des luttes à Manor Industrie, ils sont pas là. Il y a des problèmes de cartes scolaires, ils sont pas là. C'est des espèces. Tu vois, enfin, moi j'étais même assez, j'étais assez ému d'apercevoir en vrai un candidat du Front National, parce que je croyais que c'était une légende urbaine, le mec du Front National. Ah ouais, oui, on me disait ça existe et tout, j'avais vu des affiches arriver, tout ça. En vrai, c'est un peu comme le Loch Ness, quoi. Ouais, j'avais vu des photos, mais des photos ça se truc.
Et l'autre fois, j'en ai aperçu un qui distribue des tracts, donc ah putain, ouais, c'est vrai, en fait, ça existe. En pire que la photo, quoi. Sur des années de militance, ah putain, ouais, en fait, ça y est, j'en ai croisé un là-bas, mais il avait juste un tract à la main, il essayait de vendre un truc, quoi. En période électorale. Et ben moi j'en ai vu un avec des gardes du corps. Toujours. Ça m'a impressionné. Les gros bras. J'ai dit, c'est où les miens? Bon, j'avais Denis. J'avais Jeff à côté de moi, mais bon. Non, mais ça, c'est important. la fonction, Ouais, ça, c'est important parce que T'as pour raison. les gens, et vous avez raison de le dire, quand t'es dans la merde. Moi, il y a une phrase d'un éducateur qui s'appelait Fernand Deligny que j'aime bien, c'est il disait les noyés qui vont revivre commencent par vomir. Si on applique ça à la politique, ça veut dire que quand tu te rends compte que tu es vraiment dans la merde, parfois ton premier réflexe, c'est pas un bon réflexe. Ça peut être un réflexe électoral d'aller voter FN. Quoi. Tu vois, tu commences par vomir, par faire quelque chose qui est pas positif, ni pour toi finalement, ni même pour les autres. Mais il faut qu'il y ait un deuxième réflexe derrière. C'est un réflexe de lucidité où tu puisses te dire, attends, je sais autour de moi qui fait des choses, pour de vrai. J'attends pas les élections pour les voir. Je les vois, les gens qui s'engagent vraiment, qui s'engagent contre le contournement, qui s'engagent pour les écoles, qui s'engagent pour les entreprises. Je les vois en vrai. Et putain, si je suis cohérent 2 minutes, c'est pour eux que je vais voter. Pas pour les mecs que je vois jamais nulle part. Quoi. Donc tu vois, après le réflexe du vomi, il faut passer à autre chose. Quoi. Faut vraiment revivre. Faut vraiment revivre. Peut-être une petite conclusion de Jeff. Oui, une conclusion. Bah oui, Allez, ça a Jeff. été long, désolé, Allez, mais Jeff, t'es pas merci tout en seul. tout cas aux Passionnant. personnes qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite le 20 et 27 juin sur ces 2 élections que sont les élections départementales et régionales à aller voter. Parce que malheureusement, aujourd'hui, Macron veut jouer le jeu de l'abstention parce qu'il sait très bien qu'il va s'attendre à une grosse fessée de la part de la population. C'est à vous de prendre le pouvoir. Vous avez le pouvoir d'agir pour un département qui prend soin. N'hésitez pas à aller voter le 20 et 27 juin prochain. À bientôt. Bonne soirée à vous. Merci. À bientôt. À bientôt.